Bonsoir, merci de votre accueil. Donc voilà, et nous sommes navrés d'être arrivés un peu en retard. Merci à Tchèque de nous avoir accueillis avec. Donc je crois que tu as déjà parlé de choses dont on avait envisagé de parler, on a bien compris. Non, voilà. Jean, donc, finalement non. En non. fait, à peine une minute, donc tu peux y aller. Donc voilà, nous sommes ici tous les deux. Cette aventure, eh bien, nous avons depuis le mois de juillet, août et septembre, octobre, beaucoup travaillé sur un livre qui va sortir le 29 septembre. Et en gros, nous avons décidé pour cette conférence de suivre à peu près le plan du livre. Voilà, donc quand même, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familières, c'est bon, le réchauffement climatique, il est déjà là. C'est clair, c'est vrai. Voilà, 2016 était une année plus chaude que nous avons connue. 2017 sera de nouveau une année chaude. Le réchauffement est bien caractérisé. Et finalement, ce n'est pas une surprise, puisque que faisons-nous? Eh bien, l'effet de serre augmente, les émissions, l'activité humaine modifie la condition de l'atmosphère. Le gaz carbonique a monté de 40%, de 200 ans, le méthane plus que doublé, le protoxyde d'azote de plus 20%. En fait, donc l'effet de serre, c'est cette propriété relativement simple. Le rayonnement solaire nous arrive sans trop de problème par ciel clair, et une partie est réfléchie à la surface de la planète. De ce qui est réfléchi à la surface de la planète est absorbé par ces gaz à effet de serre, dont le premier est la vapeur d'eau. Mais nous ne modifions pas les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère par notre activité, par les activités anthropiques. Donc, voilà. Donc, l'augmentation d'effet de serre, quand on parle d'augmentation d'effet de serre liée aux activités humaines, eh bien, c'est avant tout ces trois gaz à effet de serre et beaucoup d'autres moins importants. Et disons que ces gaz à effet de serre, bon, je ne vais pas être trop long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les émissions sont très bien caractérisées. Nous savons d'où viennent ces émissions, quel secteur économique, quel pays y contribue, quelles activités, à quelles, y compris chacun d'entre nous. Disons, les activités sont. Et le premier gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique. Les trois quarts disons que l'augmentation de l'effet de serre est pour les trois quarts liée à l'augmentation de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, du bois aussi, mais quand la végétation se reconstitue, le gaz carbonique est réabsorbé. Puis le méthane, c'est à chaque fois que la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène. Alors depuis le début de l'industriel, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, avec l'augmentation de l'effet de serre, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Donc c'est ça qui est important, on chauffe plus, et ce n'est pas une surprise que le climat se réchauffe. Mais le réchauffement, ce n'est pas ce qu'il faut bien voir, et ce qui est important, c'est que donc on ajoute de la chaleur dans le système, mais il n'y a que 1% de cette chaleur qui est utilisée par l'atmosphère. Donc c'est important de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, mais en fait l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan, 93%. Donc il vaut mieux d'abord, si on veut vraiment tester la réalité du réchauffement, aller voir ce qui se passe dans l'océan, et là c'est sans appel. Donc on voit la chaleur entrer dans l'océan à gauche, et l'élévation du niveau de la mer, qui est de plus de 3 mm, un peu plus chaque année actuellement, elle est pour 1 mm liée justement à ce réchauffement de l'océan qui conduit à une dilatation. Alors ça joue pour la dilatation, on parle d'expansion thermique, simplement un corps qui se réchauffe se dilate. C'est le cas des eaux océaniques, 1 mm supplémentaire chaque année, mais une large partie, la moitié de cette élévation du niveau de la mer est liée à la contribution des glaciers tempérés, mais aussi depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique, le canal glaciaire. Donc, quand on regarde, il y a aussi diminution des surfaces, disons, enneigées, des surfaces englacées et des surfaces de glace de mer. Mais quand on regarde cette élévation du niveau de la mer, on a vraiment, à travers l'expansion thermique, la dilatation de l'océan et la contribution des glaces, deux indicateurs qui se conjuguent, qui sont eux-mêmes deux indicateurs de réchauffement climatique. Alors ce réchauffement, il est sans précédent à l'échelle du dernier millénaire, et de façon très claire, c'est un des résultats du dernier rapport du GIEC, il est pour l'essentiel, et probablement pour
tout lié à nos activités. Alors comment le dernier rapport du GIEC traite-t-il ce point? Mais on a regardé le réchauffement sur les disons, les 60 dernières années, depuis les années 50. Alors, ce réchauffement, depuis le début du siècle, il est à peu près de 1 degré. Depuis le milieu du siècle, c'est 2 tiers de degré. Vous voyez, si on avait donc c'est en noir, le gaz à effet de serre, enfin, oui, les couleurs sont un peu changées là. Donc, en haut, les gaz à effet de serre seuls pourraient expliquer 1 degré, un peu plus que ce que l'on observe. En fait, à travers nos activités, on joue aussi sur le climat d'une autre façon, c'est-à-dire la pollution. La pollution au sens trivial du terme. Une atmosphère polluée est moins transparente au rayonnement solaire, mais surtout certains aérosols de pollution, les aérosols substracés, jouent le rôle de meilleure condensation dans les nuages. Ça change les propriétés et le résultat, c'est que la pollution est plutôt synonyme de refroidissement. Ça contrecarre une partie du réchauffement liée à l'augmentation de l'effet de serre, à peu près 20%. Et en gros, quand on regarde les activités humaines dans leur ensemble, en tenant compte de ces deux contributions, gaz à effet de serre et pollution, on voit bien qu'on explique l'ensemble du réchauffement climatique. C'est complètement compatible du même ordre que ce que l'on observe, alors que les causes naturelles du changement climatique, activité solaire, volcan ne peuvent expliquer qu'un dixième de degré. Donc, c'est très clair le diagnostic. Malheureusement, nous sommes dans un monde dont nous modifions le climat. Alors, vers quoi allons-nous? C'est du bon sens. Donc, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on risque d'aller vers des réchauffements importants. Donc, très important si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez, 4 degrés à la fin, entre 4 et 5 degrés à la fin du siècle, et un climat qui n'est pas stabilisé. C'est-à-dire qu'on pourrait, si on continue sur les trajectoires sur lesquelles nous sommes, aller vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Donc, ce scénario émetteur, les conséquences, il n'y a pas de surprise. Un scénario émetteur, vous voyez, il y a une échelle disons là, il y a 5 catégories de conséquences avec une échelle d'un détectable moyen, élevé, très élevé. Évidemment, si vous allez vers 4-5 degrés, quel que soit le type de conséquences que vous regardez, sur lesquelles on se penche, les effets sont très élevés. Et alors, de quoi parle-t-on? Bien sûr, vous êtes au niveau océanique, par exemple. Alors, il y a un point qui est assez important, c'est l'acidification de l'océan, qui n'a rien à voir avec l'effet de serre, mais quand même avec le gaz carbonique et sa propriété d'être un acide faible. En gros, chaque année, il y a 30% du gaz carbonique que nous émettons. On a à peu près 10 milliards de tonnes de gaz carbonique chaque année. 30% vont dans l'océan. Et bon, c'est bien pour nous, ça permet de ralentir l'augmentation de l'océan dans l'atmosphère, mais c'est pas bien pour l'océan, c'est pas bon pour l'océan puisque ça l'acidifie. Donc, par exemple, entre aujourd'hui et le début du XXe siècle, l'acidité de l'océan a augmenté de 30%. Et dans le cas d'un scénario émetteur, dont je vous parle actuellement, l'acidité de l'océan va doubler d'ici la fin du siècle par rapport au début du siècle dernier. Alors, c'est pas très important, on va toujours aller dans l'océan, disons, bien sûr, aller se baigner, il n'y a pas des conséquences, disons, très, très importantes pour le moment, mais elles sont quand même bien là, puisque ce qu'entraîne l'acidification de l'océan, l'augmentation de l'acidité, c'est une difficulté de tout ce qui est formé de calcaire, de calcite à se former. Plus l'océan est acide, plus c'est les matériaux calcaires a de difficultés à se former, et ça va depuis les récifs coralliens aux coquillages de toutes les coquilles, disons coquilles de tous ces coquillages que nous aimons bien. Donc voilà, et il y a déjà, on sent déjà avec l'acidification, l'augmentation de l'acidité de 30%, un effet sur par exemple, vraiment, c'est un effet sur la formation des coquilles, mais aussi sur les récifs coralliens, qui bien sûr souffrent également du réchauffement climatique. Alors Pierre vous parlera des essais climatiques parce que c'est quelque chose qu'il aime bien, parce que quand on parle de coûts, c'est là où sont les coûts, essentiellement. Quand on parle de coûts du réchauffement climatique, on voit bien que l'essentiel des coûts actuellement, ces coûts augmentent, ils sont vraiment liés aux extrêmes climatiques. Alors les populations, c'est la troisième catégorie, bien sûr, les réfugiés climatiques, le risque d'augmentation des réfugiés climatiques, les ressources en eau,
qui seront diminués, j'en parlerai un peu, les problèmes de sécurité alimentaire et les problèmes également de sécurité. En fait, il y a les problèmes de sécurité alimentaire sont liés largement à des régions qui sont affectées de plus en plus par des sécheresses, mais il y a aussi des problèmes de sécurité. Le GIEC, par exemple, évoque le risque d'augmentation de conflits en cas de réchauffement climatique. Et il y a déjà beaucoup de discussions, par exemple, sur ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie a subi une série de sécheresses dans les années 2000 qui a conduit 1 million d'habitants à migrer des campagnes syriennes vers les villes. Et ça a été clairement un facteur de déstabilisation. Il y en a eu d'autres certainement, mais il y a beaucoup de discussions autour de ce lien entre changement climatique et instabilité politique, aujourd'hui même, mais surtout dans le futur. On voit bien, par exemple, des conflits pour les ressources en eau. Alors, on a beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Je suis sûr que tous ici, vous êtes très intéressés aux problèmes de l'environnement, et on a d'autres problèmes. On parle ce soir de climat, mais bien sûr, il y a d'autres problèmes environnementaux, la perte de biodiversité, la disparition de certains écosystèmes, la pollution, les problèmes de santé, d'environnement. Eh bien, la difficulté, je l'évoquerai rapidement, c'est que le réchauffement climatique exacerbe tous ces autres problèmes environnementaux. C'est ça, donc ce sont des problèmes par eux-mêmes, mais un réchauffement climatique important les rend encore plus disons, tangibles. Et puis il y a des phénomènes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer, la fonte du permafrost. Donc je vais évoquer quelques-uns. L'élévation du niveau de la mer, bon, dans le cas d'un réchauffement important, moi je vais limiter à ça dans un premier temps, on va presque à 1 mètre à la fin du siècle, mais il y a beaucoup de discussions. Et par exemple, dans le 6e rapport du GIEC qui est en cours, eh bien, certains évoquent la possibilité d'élévation du niveau de la mer de plus de 1 mètre à la fin du siècle, voire jusqu'à 2 mètres. Mais surtout, il faut bien voir que dans la durée, eh bien, à échéance de quelques siècles, on n'échappera pas à des élévations du niveau de la mer de quelques mètres. Et si le réchauffement climatique est maintenu au-delà de 2-3 degrés sur une durée longue, à l'échelle par exemple du millénaire, eh bien, le Groenland risque de fondre, et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est à très long terme, c'est pas séculaire plus millénaire, mais c'est ce que nous mettons en route par nos actions d'aujourd'hui, et dont je pense que personne ne pourra arrêter cette élévation. Alors, disons une illustration du lien entre changement climatique et biodiversité, réchauffement et biodiversité. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là vous avez 8 espèces, faune, flore, 4 de flore, des chèvres et des pictogrammes, voilà, les insectes, et la vitesse de déplacement des zones climatiques à la fin du siècle, dans le cas d'un réchauffement important. On voit que pour la moitié de ces espèces, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement du climat. C'est-à-dire que les zones climatiques vont se déplacer plus rapidement, se déplaceraient, parce que j'espère qu'on n'arrivera pas à des réchauffements aussi importants. En tout cas, les zones climatiques se déplaceraient plus rapidement que la capacité de déplacement de certaines espèces, ce qui veut dire que ces espèces, si on ne les aide pas, elles auront du mal à s'adapter. Donc on voit bien qu'un réchauffement important risque d'accélérer la perte de biodiversité qui est déjà extrêmement tangible. On parle de 6e extinction, en gros, sans faire appel à ce problème de réchauffement climatique. Les rendements agricoles, eh bien, les rendements agricoles, Pierre en parlera un petit peu, ils sont déjà, les rendements de blé, par exemple, stagnent en France depuis une dizaine d'années, c'est lié à des paramètres climatiques. Et puis on nous dit souvent quand même, bon, il y a des régions pour lesquelles le réchauffement climatique est une bonne chose, et quand on dit cela, on pense soit à l'exploitation disons, en grand nombre de combustibles de fossiles ou bien de minéraux, mais aussi disons, à des régions dont la productivité agricole gagnerait. Alors c'est vrai qu'il y a des régions qui gagnent en termes de productivité agricole, mais les gens qui disent ça oublient qu'il y a aussi des régions qui perdent. Et en fait, vous voyez, les régions qui gagnent, alors là c'est pour les principales cultures, blé, riz, maïs et soja, les régions qui gagnent en bleu, et puis les régions qui perdent en marron. Donc, les couleurs sont un peu différentes. Donc ici, les régions qui gagnent, ici les régions qui perdent. Donc vous voyez, les régions qui gagnent, jusqu'ici plus de 50%, pareil. Donc d'ici la fin de la prochaine décennie, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près à l'équilibre. Vous voyez, à mesure que le réchauffement se met en place, eh bien, les régions qui perdent en termes de productivité agricole prennent clairement pas sur les régions qui gagnent.
Ça, il n'y a pas. Donc cette idée qu'il y a des régions, disons que globalement, disons dans certains domaines, le réchauffement climatique pourrait être bénéfique, est absolument erronée. Pour l'agriculture ne souffrira pas si le réchauffement est effectivement limité à 2-3 degrés, mais au-delà de l'agriculture, la productivité agricole sera affectée. Donc voilà, alors en France, eh bien, on n'échappe pas au réchauffement climatique, on n'échappe pas au réchauffement climatique en Europe. On pense toujours, à juste titre d'ailleurs, que d'autres régions sont plus vulnérables que notre pays, c'est exact, mais nous aurons des conséquences. Alors en France, l'année la plus chaude, ce n'est pas 2016, ça a été 2014, il était plus chaud. Et pour ce qui concerne l'été 2017, en fait, quand on regarde le sud de la France, le sud de l'Europe, il a été plus chaud que 2003. L'été record, si on regarde, si on se concentre d'ailleurs sur notre région, quand on regarde, c'est probablement vrai ici, en tout cas c'est vrai pour une partie du sud de la France, et c'est vérifié complètement pour le sud de l'Europe, c'est l'été plus chaud que 2003, qui était l'été record, qui reste l'été record pour la Bretagne, où j'ai fait cet été, il ne faisait pas très chaud, donc voilà. Mais vraiment, on est dans une dynamique de réchauffement aussi au niveau français, et puis aussi, bon, bien sûr, pour ceux qui aiment mieux regarder autour d'eux, c'est important de regarder la nature, et il suffit de regarder la nature autour de soi, de prendre un peu de temps, de regarder l'évolution, par exemple des dates des vendanges, ici. Bien ça, c'est une synthèse d'un ensemble de 4 vignobles. C'est clair que les dates de vendange se sont avancées pratiquement de 3 semaines depuis une cinquantaine d'années. L'enneigement, les saisons d'enneigement, ça c'est au col de Porte, les données, l'enneigement a diminué de façon très claire, de façon de 5 à 10 entre 5 et 10 jours par décennie. Donc c'est pratiquement sur l'ensemble des Alpes, également sur les Pyrénées. Je veux dire que pour les glaciers, c'est vrai aussi pour les Pyrénées glaciers. Et puis vous voyez les 3 glaciers des Alpes là, qui, dans le bilan de masse, effectivement, la diminution du bilan de masse s'est accélérée au cours des années récentes, en particulier depuis 2003, ce qui a été un été très dur. Alors, si on regarde le futur en France, eh bien, la France métropolitaine, c'est un peu comme le réchauffement global, on va vers des réchauffements de 4 à 5 degrés, un peu plus important dans le cas d'un scénario, ça c'est le modèle de Météo France, à droite dans le cas d'un scénario très émetteur, scénario émetteur, on va vers des réchauffements supérieurs à 4-5 degrés, un peu plus important sur la partie continentale, un peu moins important sur la partie ouest océanique de notre pays. Une étude récente qui est assez intéressante parce qu'elle regarde non pas l'anneau, on se regarde l'été, les étés, on voit bien que les étés, en fait, on pourrait avoir des canicules de 6 degrés plus chauds en moyenne sur les 3 mois d'été à la fin de ce siècle par rapport à aujourd'hui, y compris 2 fois plus importante que 2003. Mais ce qu'ont regardé mes collègues de Météo France ici, c'est non pas la température moyenne sur les 3 mois d'été, mais la température record. Dans chaque station météo, vous avez une température record, disons qu'il peut effectivement n'être survenu que 1 ou 2 jours chaque année, ou une année au cours des 30 dernières années. C'est la température record d'une station. Vous voyez, à gauche, eh bien, aujourd'hui, ces températures records sont pratiquement les mêmes sur l'ensemble des stations françaises, autour de 42 degrés. Dans le cas d'un réchauffement important, eh bien, les températures records augmentent beaucoup plus rapidement que les moyennes. Pour une augmentation moyenne de 5 degrés, eh bien, on a des températures records qui peuvent augmenter jusqu'à 10 degrés et atteindre, même 10-12 degrés, atteindre jusqu'à 55 degrés. Ça, c'est dans le cas d'un scénario émetteur. On voit bien qu'on passe dans un autre monde. Ça, c'est sur la partie est de la France. Pratiquement, les températures records passeraient de 42 degrés à 50 degrés, voire plus, entre 50 et 55 degrés sur l'ensemble de la France. Évidemment, ça ne peut arriver qu'une journée par an, c'est pas, mais vous voyez, la difficulté, c'est un autre monde en termes, c'est un autre climat, c'est très clair que celui que nous connaissons aujourd'hui. Des conséquences également sur les précipitations, c'est extrêmement important. Une des conséquences, c'est que vous voyez, les zones marron, c'était pas très clair. Vous avez ici la France, c'est le pourtour méditerranéen, l'Angleterre, l'Europe. Eh bien, les zones marron, ce sont des zones où les précipitations vont diminuer. Elles risquent de diminuer, c'est vrai pour l'ensemble des pourtours méditerranéens.
avec des diminutions jusqu'à 50% des précipitations. Donc, ça va vraiment avec, et en parallèle, vous avez évidemment aussi le réchauffement de 4-5 degrés, une augmentation de l'évaporation, moins de précipitations, plus d'évaporation, donc effectivement ça affecte les ressources en eau, l'agriculture, et disons, quand on pense à l'ensemble du pourtour méditerranéen, il est clair que, disons, on risque, disons, les réfugiés climatiques seront vraiment plus importants, et ce qu'on a vécu cette année, ce transparent été fait avant, on voit bien que le risque de feux de forêt avec des étés précoces, des 40 degrés au Portugal au mois de juin, des étés précoces, des étés tardifs, des périodes très sèches, comme celles qu'on a vécues en France, en tout cas une partie de la France, eh bien, sont favorables, dès qu'il y a un peu de vent, à la propagation des feux de forêt. C'est très clair. Et donc, ce sont des choses qu'il faudra avoir en tête. Par exemple, les feux de forêt des régions comme l'ouest et le centre de la France, qui ne sont absolument pas à risque par rapport aux feux de forêt actuellement, le deviendront dans un climat plus chaud. Donc, tout ça pour dire que, disons, laisser se placer sur un scénario émetteur ou continuer sur un scénario émetteur n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, tout le monde le sait. Disons, aussi bien les politiques, d'une certaine façon, l'ont acté. Il faut maintenir le réchauffement climatique en deçà d'une certaine limite, et j'adhère personnellement à la limite qui a été adoptée par la Convention climat. Ce sont une décision politique, ce n'est pas le GIEC, c'est vraiment la Convention climat dont la réunion a commencé à Bonn avant-hier, qui a pris la décision de se fixer comme objectif une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Alors, c'est certainement ce qu'il faut faire si on veut avoir des chances de s'adapter, si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement, disons, au climat qu'ils auront dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, on ne parle pas de génération future, parce que les jeunes d'aujourd'hui, on parle vraiment de la deuxième partie de ce siècle, des limitations à 2 degrés. Le problème, eh bien, c'est que si on veut maintenir à 2 degrés, on a une règle très simple, on n'a plus qu'une vingtaine d'années d'émissions de CO2 au rythme actuel. Donc c'est bien pris en compte. Voilà ce qu'il faut faire pour limiter à 2 degrés. On a plus de 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre, en admettant que les autres gaz à effet de serre, les émissions n'augmentent pas. En gros, il faut utiliser, ça veut dire qu'il faut utiliser moins de 20% des réserves de fossiles. En gros, la campagne Keep It in the Ground repose complètement sur le rapport du GIEC. Bon, si ça reste possible, si et seulement si il y a une stabilisation rapide des émissions de gaz à effet de serre, disons, il faudrait, le GIEC a toujours dit, disons, clairement que si le pic des émissions est atteint en 2020, on perd beaucoup de chances de rester en deçà de 2 degrés, division par 3 entre 2020 et 2050, neutralité carbone, et dans la deuxième partie de ce siècle, et la nécessité de recourir à des émissions négatives. Il faut absolument. Donc c'est quand même un peu égoïste pour notre génération, parce que non seulement on laisse aux jeunes d'aujourd'hui un climat auquel ils auront, je l'espère, pas trop mal à s'adapter, mais une certaine difficulté à s'adapter, mais aussi on leur demande de pomper du CO2, de l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre. Voilà, donc voilà, je vais passer la parole à Pierre en disant tout ça, ça coûte, mais ça reste dans le domaine du possible. Voilà, donc peut-être ce sont des scénarios 2 degrés. On parle d'investissement massif. Voilà, en particulier le premier levier d'investissement. Quand on regarde les investissements, dans les modifications d'investissement, le premier levier, c'est l'efficacité énergétique, c'est très clair. Voilà, donc pratiquement sortir des fossiles et bien sûr une augmentation rapide espérée des renouvelables. Donc, voilà, c'est simplement pour illustrer un des derniers points qu'on a dit, qui est important, qu'il faut absolument avoir un pic, disons, au-delà en 2020, autrement ça sera trop difficile. Même si on a le pic en 2020, il faut imaginer qu'il faut descendre de 5 à 6% chaque année les émissions de gaz à effet de serre. Voici, donc je vais te donner la parole, Pierre. Voilà. Alors ça, c'est le signe d'espoir, oui, quand même. Donc il y a un petit peu d'espoir. Oui, les gaz carboniques,
enfin, les dernières données pour 2016, pratiquement, mais il ne faut pas être trop optimiste, les émissions de CO2 commencent à se stabiliser sur les 3 dernières années, mais disons pour le moment, les émissions de méthane continuent à augmenter, les concentrations de méthane continuent à augmenter, et la stabilisation est moins claire. Quand on regarde tout gaz confondu, c'est évidemment ce qu'il faut regarder. Voilà. Tu veux montrer ça? Non, c'est bon. Donc je prends le relais. Jean, je te laisse t'asseoir si tu veux. Je veux pas remercier toute l'équipe, c'est toujours un vrai plaisir d'être à Bayonne, c'est plein de bons souvenirs, les copains d'Alternativa, il y en a plusieurs, j'ai de la famille ici, je les vois pas, mais ils m'ont dit qu'ils venaient, parce que la rue du Roux, il y a quand même un petit côté... salut à Lou, bonjour à John, bonjour à Chet, à toute l'équipe, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Jean a fini en disant que ça va coûter cher. La transformation pour éviter la catastrophe, elle va coûter cher. Oui, on va en parler, on va montrer comment on peut le financer et quels sont les gains qu'on peut espérer. Mais ne rien faire va nous coûter très cher aussi. Ça, c'est l'intérêt, c'est qu'avec la COP 23 là, qui est à Bonn, qui vient d'en parler, il y a plein de documents qui sortent très clairs sur ce qui se passe en matière de climat. Et voilà une étude que l'AFP a sortie il y a quelques jours, où on voit depuis 1990 l'évolution du nombre et du rien que dans les pays occidentaux, là où les gens sont bien assurés, parce que hélas, quand il y a des catastrophes dans les pays du Sud, les gens ne sont pas assurés, mais on voit l'évolution du coût en 30 ans. Le nombre d'événements climatiques extraordinaires qui ont un coût déjà a quadruplé. Vous savez, il y a quelques années, le Pays Basque a eu les pieds dans l'eau, l'an dernier c'était toute la région parisienne qui a eu les pieds dans l'eau, il y a 2 ans c'était l'Allemagne, tout le Bade-Württemberg s'est inondé. Et quand il y a des millions de gens qui ont leur frigo qui est foutu, le salon qui est inondé, ils sont assurés, et les assureurs, pour ne pas faire faillite, sont eux-mêmes réassurés. Et donc il y a 2 grandes sociétés au niveau mondial de réassurance, et qui disent, on n'arrivera plus, et ils viennent de sortir un rapport, c'était dans les Échos il y a 3 semaines, les événements climatiques qui ont un coût humain et financier ont déjà été multipliés par 4. Donc, ce Jean vous a dit que pour le moment, on est à 1,1 degré, voilà, on est au tout début et on a déjà multiplié par 4 les conséquences catastrophiques en matière financière. Qu'est-ce que ce sera si on ne fait rien dans 20 ou 30 ans? Bon, les conséquences, elles ne sont pas d'abord financières. Comme économiste, on me demande de poser de chiffres et c'est important d'avoir des chiffres si on veut effectivement financer la transition. Mais ce qui nous rassemble ce soir, ce n'est pas des chiffres, je pense, c'est d'abord la détresse de millions d'hommes et de femmes qui déjà aujourd'hui meurent ou souffrent de la faim et de la soif pendant des semaines, ne peuvent pas vivre debout, ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas leur dose d'eau ou leur dose d'aliments. Hier, je voyais Dominique Bourg de la Fondation Hulot qui me disait que quand on était petit, il y avait une famine sur un petit territoire. Et maintenant, c'est 4 pays en même temps qui sont touchés depuis des mois par une famine. C'est des terres qui ne peuvent plus rien donner, où toute la végétation est morte, où les animaux sont morts, où les populations doivent se déplacer. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est des millions d'hommes et de femmes. Et quant à tous les blagueurs, pour être poli, puisqu'on est filmé, souvenez-vous, un Claude Allègre, un vrai menteur, l'Académie des sciences, ça veut dire l'unanimité des textes qui condamnent les mensonges, pour être clair, de Claude Allègre. Claude Allègre nous expliquait que le réchauffement climatique, on n'était pas tout à fait sûr, on verra dans un siècle, et de toute façon, ce n'est pas la peine de changer nos modes de vie, nos modes de transport, nos modes d'agriculture, le progrès technique va tout régler. Donc on verra dans un siècle s'il y a un problème, et la magie de la technologie va tout régler. Et là, on parlait en Californie, ça c'est un réservoir d'eau en 2011, et ça c'est un réservoir d'eau 3 ans plus tard. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Voilà. Et pourtant, en matière de nouvelles technologies, en Californie, ce n'est pas des mauvais, mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et donc il faut rationner l'eau. Cet été, c'était à Rome que l'eau était rationnée. J'ai vu avant-hier quelqu'un qui travaille à la CNR, vous avez la compagnie du Rhône, elle m'a dit, on n'en parle pas, mais le volume d'eau dans le Rhône cette année est moins 30% par rapport à la normale. Moins 30%. Il a fallu que le lac Léman nous relâche de l'eau pour qu'une centrale nucléaire puisse être refroidie normalement. Sinon, on ne savait plus comment refroidir. Ça devient gênant quand les centrales nucléaires n'arrivent plus à se refroidir. Donc, et elle dit moins 30%, en gros, c'est quand même malgré tout, hélas, parce que les glaciers fondent à vitesse grand V. Et que tant qu'ils n'ont pas fini de fondre, et vous avez vu la courbe que Jean a montrée sur l'évolution, le jour où j'étais au Vignemale, c'est terrible, ça fait 20 ans que je n'avais pas fait le Vignemale, j'ai eu un choc vraiment de voir comment le glacier était tout petit et tout moche. Mais donc, je reviens au Rhône, le volume d'eau qui circule dans le Rhône a baissé de moins 30% cette année par rapport à la normale, et encore, malgré tout, la fonte des glaciers l'alimente. Quel que ce sera quand il n'y aura plus les glaciers. Donc, et ça, en France, on va peut-être s'en sortir, mais quand c'est des millions d'hommes et de femmes dont les cours d'eau sont alimentés par les fontes de glace
sur les contreforts de l'Himalaya ou sur les contreforts des Andes, la ville de La Paz, je crois qu'un tiers de son eau vient de la fonte des glaciers. Quand il n'y a plus de glaciers, ils n'auront pas d'eau pendant 2 mois chaque année. Ou alors un prix énorme. Voilà, donc c'est pas juste, contrairement à Claude Allais, c'est pas un problème qui viendra d'un siècle et que le Polytechnique va régler quand il n'y a plus d'eau ou quand il y a trop d'eau. Quand l'an dernier, quand tout le bassin céréalier de la France était inondé, vous vous souvenez juste qu'il suffit de 2 semaines d'inondation. La récolte de céréales a perdu moins 30%. Le blé, la récolte de blé a perdu moins 30% en France. Heureusement que l'Ukraine, au contraire, a fait une très bonne récolte. Parce que si la même année, les 2 greniers, l'Ukraine et la France et la Belgique, si on avait eu moins 30% la même année dans les 2 grands greniers à blé de l'Europe, on aurait des tickets de rationnement pour aller chercher notre pain le matin, ce serait moins rigolo. En une année, c'était moins 30% sur le blé. Cette année, en Italie et en France, c'est moins 25 ou moins 30% sur le vignoble, parce que c'est un hiver qui c'est trop doux, les fleurs commencent à fleurir, et puis il y a un coup de gel. Et puis 2 mois après, c'est la sécheresse, et puis c'est la crème. Enfin, tous les vignerons vous disent maintenant que la perte de moins 25 ou moins 30% de la récolte cette année, ce sont les événements climatiques extraordinaires. Donc et cette photo qui est en même temps magnifique et dramatique, on voit un ouragan d'origine tropicale qui arrive sur l'Irlande. Ça fait des très belles photos, mais on se dit quand même qu'il y a un truc qui ne marche pas. Quand il n'y a jamais eu autant d'ouragans, leur nombre n'a peut-être pas augmenté, mais quand Jean disait que l'océan accumule la plupart de la chaleur qu'on dégage, ça limite le réchauffement global de l'atmosphère, mais du coup l'océan, il y a un moment où effectivement, quand l'eau de surface est beaucoup plus chaude, eh bien la violence des ouragans est plus importante, où il y a des ouragans qui arrivent à des endroits où en principe on n'en attendait pas. Donc encore une fois, on est qu'au tout début, quand tu dis que Pierre aime bien parler de ces événements climatiques extraordinaires, c'est pas par une joie malsaine, c'est catastrophique, ça fait froid dans le dos quand on voit des trucs comme ça, mais ça montre, ça nous aide à imaginer, au-delà des courbes, parce que tu l'as dit, les moyennes, même une moyenne qui n'augmente que de 1,5, eh bien ça peut, les extrêmes sont beaucoup, tu viens de le dire, les mouvements des extrêmes sont beaucoup plus violents que la moyenne qui pourrait nous rassurer. Or, notre but est de provoquer un sursaut avant qu'il soit trop tard. Donc c'est pour ça qu'on met le zoom sur ce qui permet d'imaginer vers quoi on va si on n'est pas capable d'un sursaut collectif. Donc cet été, il y a plusieurs études qui sont sorties, des canicules et des sécheresses terribles, quand des gens comme vous et moi qui vont se promener en forêt au Portugal, quand même 100 personnes qui meurent brûlées, et ils vont pique-niquer avec leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, la journée est belle, on prend la voiture pour aller pique-niquer, et comme ça fait 3 ans qu'il y a une sécheresse terrible, et qu'il y a une canicule, et qu'il y a du vent, le feu prend des proportions terribles, et ils sont une centaine quand même à s'être fait piéger les uns après les autres. Donc voilà, c'est y compris en Europe, y compris des gens tout à fait comme nous qui souffrent de plus en plus. Une autre étude qui dit que c'est l'Asie du Sud qui va être inhabitable plusieurs semaines par an. C'était un truc très important aussi, quand Jean a montré tout à l'heure que c'est Météo France qui le dit, hein, et c'est pas pendant 3 siècles, c'est à partir de 2050 qu'on aura, à la moyenne de l'été, mais des périodes de canicule de plus en plus chaudes, à 45, 50, 55 degrés dans l'est de la France. Strasbourg, les copains qui vivent à Dijon, à Strasbourg, vont avoir des canicules. Et le corps humain, il ne sait pas faire du froid. Le corps humain, il sait s'adapter à la chaleur en évaporant. C'est pour ça qu'on nous dit, pensez à boire de l'eau, que les plus jeunes, que les plus âgés, quand il fait chaud, boivent de l'eau pour évaporer. Mais si en même temps l'air est très chaud et très humide, là, le corps humain, il ne sait plus comment faire. Et donc quand on nous explique qu'il y a des zones immenses dans une partie de l'Asie du Sud ou ailleurs où il fera en même temps trop chaud et trop humide, et même si c'est que 3 semaines par an ou 1 mois par an, le corps humain ne sait pas faire. Et donc il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui dit qu'il y aura 1 milliard d'êtres humains dans 60 ans, c'est pas demain, la bonne nouvelle c'est qu'on peut encore réagir, mais quand même de notre vivant, la plupart d'entre nous, on espère être encore là dans 20 ans, dans 30 ans, et c'est quand on dit que c'est dans 60 ans, ça va pas être cool pendant 59 ans et demi, et puis dramatique au bout de 60 ans. Quand on nous dit qu'il y aura 1 milliard d'êtres humains qui ne pourront plus vivre sur la Terre où ils sont nés, 1 milliard d'êtres humains, l'Europe a déjà du mal à accueillir 2 millions de réfugiés, qu'est-ce que ce sera s'il y en a 200 qui viennent frapper à la porte? Donc il est urgent d'agir. La France, l'engagement qui a été déjà pris par, tu me rappelais le jour, Jean-Pierre Raffarin, donc c'est Jacques Chirac, la maison de notre très beau discours de Johannesburg, et Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, qui dit la France doit prendre sa part de responsabilité et diviser par 4, et maintenant on dirait diviser par 5, la production de gaz à effet de serre, ce qui suppose en même temps de consommer moins d'énergie. Il y a 2 mouvements, c'est de la sobriété, c'est manger moins de viande, utiliser moins souvent sa voiture, ne pas avoir de voiture, c'est en même temps de la sobriété, de l'efficacité, et avec l'énergie dont on a quand même besoin, laisser dans le sol tout ce qui est carboné et développer les énergies renouvelables. C'est ces 3 leviers, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, qui sont les 3 solutions fondamentales. Oui, donc c'est un chantier colossal.
Mais la bonne nouvelle, avant de dire comment on le finance, c'est qu'il peut apporter des créations d'emplois massives. Vous connaissez peut-être Dizzy, c'est une association qui fait un boulot formidable en Pays Basque, comme on dit toujours Pays Basque Nord, qui a sorti il y a quelques années une étude pour dire qu'on peut, c'est très détaillé, c'est très précis, qui dit qu'on pourrait créer 10 000 emplois, rien que sur votre territoire ou notre territoire, 10 000 emplois si on prend sérieux la question du climat. La semaine dernière, c'est l'ADEME, l'agence officielle du gouvernement, qui dit qu'on pourrait créer 900 000 emplois, qu'on a pris du retard, et que du coup, si on met les moyens pour rattraper le retard, c'est encore possible. Première bonne nouvelle, c'est encore possible, parce que l'autre jour, France Info a fait un dossier sur les 7 batailles qu'on a déjà perdues. On avait envie de savoir s'il y avait une corde pour se pendre qui était offerte pour des gens qui arrivaient au bout de la 7e bataille qu'on avait perdue. Globalement, nous n'avons pas perdu la guerre, c'est encore possible d'agir, et si on veut rattraper le retard, l'ADEME dit qu'on peut créer au niveau de tout le pays 900 000 emplois. Il y a ici sans doute des gens qui sont au chômage, ou en fin de droit, ou dont les amis sont au chômage, qui seraient contents effectivement qu'on se donne les moyens en même temps d'éviter le chaos climatique et en même temps de créer 900 000 emplois sur tout le territoire. Donc comment on finance le chantier? Oh là, c'est tout petit, là, il y a une blague dans quelque chose, oui. Ce n'est pas des plus importants, donc pour attirer l'œil, on a mis un tout petit, c'est astucieux en termes de marketing. Donc, il y a 5 ans, déjà, quand vous aviez organisé Alternativa, vous aviez demandé à Stéphane Hessel de venir. Non, mais c'est pas grave, hein, j'arrive à lire. Un de nos slogans, qu'on avait avec le collectif Roosevelt, avec Michel Rocard, Stéphane Hessel et d'autres, notre slogan, c'était pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Alors, il y en a qui disaient Banco, c'est génial, ici plutôt dans la salle, les gens auraient sans doute été d'accord. Et puis il y en a qui disaient mais non, c'est pas sérieux, la Banque centrale ne voudra pas, on a fait ça qu'une seule fois en 2008 pour éviter un effondrement, la Banque centrale ne voudra pas. C'est ce qu'on nous disait en 2012, 2013, début 2014. Et puis fin 2014, ça y est, c'est redevenu à la taille normale, merci. Fin 2014, il y a un énorme tabou qui est tombé. Et Mario Draghi, le patron de la Banque centrale, annonce qu'il va créer 1000 milliards. Parce qu'il y avait eu 2 trimestres de croissance négative pour l'ensemble de la zone euro, que même en Allemagne, l'activité industrielle reculait, et du coup, Schäuble et Merkel se laissent convaincre. On nous avait dit, la Banque centrale ne voudra pas, les Allemands ne voudront pas, et Mario Draghi annonce, je vais créer, autrefois on disait la planche à billets, maintenant c'est juste un ordinateur, il y a quelqu'un qui dit, voilà, on fait 80 milliards, et chaque mois, on crée, à partir de rien, on crée 80 milliards qui sont mis à disposition des banques, en espérant que les banques vont relancer l'économie. Ça, c'est le quantitative easing. On met des mots compliqués pour que les gens se disent, oh là là, je ne suis pas très compétent, donc je ne m'en occupe pas. Tout est fait pour qu'on aille voir ailleurs. En fait, c'est très simple. Le quantitative easing, c'est la planche à billets. Tous les mois, 80 milliards. Et puis, de temps en temps, quand Mario Draghi et ses amis ne savent pas quoi faire, ils en rajoutent un peu. Là, par un article dans Les Échos, le 23 mars, quelques lignes, pour dire que la Banque centrale a prêté 233 milliards dans la journée. 233 milliards. Je vous rappelle les ordres de grandeur, parce qu'on a peut-être déjà donné trop de chiffres, Jean et moi. Dans le budget pour l'année prochaine, qui est voté au Parlement en ce moment, ils ont trouvé pas tout à fait 1 milliard de plus. Nicolas Hulot a essayé de trouver tout ce qu'il pouvait, mais on a trouvé pas tout à fait 1 milliard de plus pour la transition énergétique. Les ordres de grandeur, ce qu'il faudrait pour éviter la catastrophe, c'est à peu près 1100 milliards au niveau de toute l'Europe, c'est chaque année 50 milliards pour la France, ce qu'il nous faudrait pour faire un boulot sérieux, c'est 50 milliards chaque année pour la France. Le gouvernement en a trouvé 1 milliard, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et là, on apprend que la Banque centrale en crée 1000, et puis tout d'un coup, en une journée, le 23 mars, 233 milliards qui sont prêtés en une journée à taux négatif. Le journal Les Échos dit que les banques gagnent de l'argent en empruntant à la BCE. Donc ça nous a attiré l'œil, avec des copains économiques, on s'est métier, on s'est dit, ah, c'est quoi? C'est TLTRO, les Target Long Term Financing Operation, comme on dit dans mon coin du Béarn. Et donc on est allé voir tous les TLTRO que la Banque centrale a fait, et au total, et comme on est tout à fait honnête et qu'on veut convaincre tout le monde, on a enlevé les sommes que les banques ont déjà remboursées par avance, parce que parfois elles ne savent plus quoi faire de leur argent, ou quand il y a des taux négatifs, elles remboursent ce qu'elles avaient pris à taux zéro 3 mois plus tôt. Mais au total, la Banque centrale européenne a créé ex nihilo et a mis à disposition des banques en 2 ans et demi presque 2500 milliards. Donc le rythme de création monétaire de la BCE, c'est à peu près 1000 milliards chaque année. Ça tombe bien, puisque la Cour des comptes européenne vient de sortir un rapport. La Cour des comptes, c'est pas juste nous qui sommes dit, il faut chaque année 1115 milliards, il y a un chiffre très précis. La Cour des comptes dit, si on veut éviter une catastrophe, si on veut prendre le taureau par les cornes, il faut chaque année trouver 1115 milliards au niveau du pays. Au niveau de l'Europe, ça tombe bien, c'est l'ordre de grandeur de ce que la BCE a créé. Alors, où va cet argent? Officiellement, la Banque centrale donne cet argent aux banques
parce que les banques sont gentilles, on les connaît, les banques, et elles vont relancer l'économie. On sait bien que ça, voilà. Et alors, du coup, on est allé voir, et le site de la Banque centrale est tout à fait transparent, on est allé voir l'ensemble des crédits au secteur privé. Ça, c'est depuis 1999, pour l'ensemble de la zone euro, tous les crédits faits par les banques normales, les banques commerciales, pour les ménages, vous et moi, et puis pour les entreprises du secteur privé. Et on voit que quand la Banque centrale ne demandait rien, quand la BCE ne demandait rien, les banques privées ont créé plus de 5 000 milliards, parce qu'on oublie, mais les banques, quand elles vous prêtent de l'argent, elles vont aussi avoir de création monétaire, j'y reviendrai si vous voulez dans le débat. Et donc, quand la BCE, c'est là qu'on se rend compte en fait que les banques centrales, il faut leur dire gentiment, mais elles sont beaucoup moins centrales, beaucoup moins importantes qu'on le dit. Et que les banques privées, on parle souvent de l'indépendance des banques centrales, mais ce qui est remarquable, c'est l'indépendance des banques privées, qui, quand on leur demandait rien, quand la Banque centrale ne leur demandait rien, elles ont créé 5 000 milliards qu'elles ont traités aux ménages et aux entreprises. Et puis là, c'est la crise, le total du crédit recule un peu. Et puis depuis que la Banque centrale a créé ses 2300 ou 2500 milliards, au total, les crédits au secteur privé n'ont augmenté que de 230 milliards. Donc je vous fais la vision globale, ça n'est que 11%, regardez précisément, seulement 11% de l'argent qui a été créé par la Banque centrale européenne depuis 2 ans et demi est parti vers de l'économie réelle, les entreprises du secteur privé ou les ménages. Où va le reste? 89% va à la spéculation. C'est tous les mois que le Dow Jones que les marchés financiers battent un nouveau record. Le Dow Jones, c'est le CAC 40, c'est le New-Yorkais. La dernière fois qu'il y avait une crise, en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points avant de s'effondrer. Il est arrivé à 20 000, puis 21 000, puis 22 000. Et la semaine dernière, Trump exultait. Le Great Break, le Dow Jones était monté à 22 500 points. Et le FMI a redit il y a 2 semaines qu'on avait créé une crise plus grave que 2008. En 2005, on n'était pas très nombreux à tirer la sonnette d'alarme, mais maintenant, honnêtement, le FMI fait le job, la BRI fait le job, le l'IIF. Tous les mois, il y a un rapport du FMI qui dit « Attention, on joue avec le feu ». L'autre jour, sur Europe 1, la chronique de Nicolas Barré le matin, c'était, il citait le FMI, qui disait « L'économie mondiale est comme le Titanic, on accélère juste avant le choc ». Et le FMI dit « Tout a l'air tranquille, mais sous l'eau, il y a un risque de crise, une crise plus grave et plus générale que 2008 ». Donc on a d'un côté le GIEC ou l'ONU qui nous dit « Attention, alerte rouge ». Il y a un écart catastrophique entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait faire pour sauver le climat. On a l'ADEME qui nous dit « mais ça pourrait être une bonne nouvelle, rien qu'en France on pourrait créer 900 000 emplois si on trouve des financements ». Et de l'autre côté, la Banque centrale a annoncé il y a 3 semaines qu'elle allait continuer le quantitative easing, un peu moins, mais qu'elle allait rallonger le quantitative easing. Et tout le monde sait que ça prépare une crise financière qui peut être dramatique. Donc on va lancer une campagne, et on espère qu'Alternativa sera parmi les piliers de cette campagne. On va lancer une campagne pour que sereinement, de façon très sereine, très argumentée, on mette cette question dans le débat public. Est-ce qu'il est normal de dire qu'il n'y a pas d'argent pour la transition énergétique et de voir qu'il y a toujours plus d'argent pour les marchés financiers, alors que le FMI nous dit que ça peut faire une crise pire, plus grave que 2008. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un plan Marshall, qui est un traité européen, qui dit pendant 30 ans, on aura des financements qui seront uniquement sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Quand tous les rapports disent en gros qu'il faut 2% du PIB, donc la France fait chaque année 45 ou 50 milliards, à taux zéro, l'argent de la Banque centrale, au lieu d'aller vers les marchés financiers, il se réfléchit uniquement sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, et c'est un traité européen. Ça veut dire que c'est un changement de gouvernement, c'est un technocrate à Bercy qui n'en a rien à foutre du climat, qui veut faire des économies et qui dit ben non, l'agriculture biologique, finalement cet été on leur coupe les vivres, ou bien non, les collectivités locales qui veulent aller vers des territoires énergie positive, non, finalement on diminue leurs subventions. Ça ne sera pas possible. Parce qu'il y aura un traité européen qui garantira des financements, donc ça donne une stabilité. Du coup, on peut rendre obligatoire certains travaux parce qu'on a des financements, et du coup, on peut se dire que le secteur du bâtiment, par exemple, va vraiment recruter, parce qu'ils sauront qu'à Bayonne, à Mont-de-Marsan, à Grenoble, en Allemagne, en Espagne, ils auront du boulot pendant 20 ans, pendant 30 ans, et du coup, on peut recruter des gens, alors que souvent, on a des effets de mode. Par exemple, le photovoltaïque, on met une grosse carotte pour que les gens fassent du photovoltaïque, et puis un an après, on dit que c'est trop cher, et quelqu'un du ministère décide de couper, et toute la filière s'effondre. Donc ce besoin de stabilité, il est fondamental si on veut créer des dynamiques, et que les 10 000 emplois en Pays Basque Nord, que la dynamique se crée. Il me reste, parfait, il me reste 10 minutes, c'est très large, je peux ralentir. Donc ça, c'est... Donc,
première idée, première jambe de notre premier financement très important du plan Marshall qu'on propose, du pacte finance-climat, c'est de dire que la Banque centrale européenne, puisqu'elle peut continuer cette création monétaire, au lieu que l'argent est sur les marchés financiers, il est fléché à 100% sur, ça va dans l'économie réelle, ça donne, on espère avoir le patronat du bâtiment avec nous dans notre coalition. Deuxième sujet, c'est quand même le reste du monde. Trump s'est retiré de l'accord de Paris, donc peut-être que les États-Unis reviendront dans 3 ans, mais pour le moment, Trump s'est retiré, et donc il y a un gros problème sur comment est-ce qu'on finance l'aide aux pays du Sud. Ça fait très longtemps qu'on promet qu'on va augmenter l'aide au développement, on ne le fait pas. Et puis sur la question du climat spécifiquement, les pays riches se sont engagés à Copenhague à trouver chaque année 100 milliards, et plutôt des dons. Nous, quand l'Europe était en ruine, le plan Marshall qui a aidé l'Europe à se reconstruire et à se rassembler, c'était à 80% des dons. Les Américains se sont dit que la logique classique, l'Allemagne va payer, on fait payer celui qui a perdu, ça allait donner la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Américains ont accepté un changement de logique en disant on va donner du fric, on va donner, et 80% ce ne sera pas des prêts, ce sera des dons, avec l'espoir que ça commande vers leur industrie, ce qui était le cas, mais c'était essentiellement des dons. Et je crois que si on comprend la gravité de ce qui se passe en Afrique, avec une démographie galopante et en même temps un problème climatique encore plus grave que chez nous, j'en ai très bien dit tout à l'heure, il est fondamental de trouver, il ne faut pas jouer petit dans l'aide aux pays du Sud, il faut une vraie coopération intellectuelle dans les programmes de recherche, dans les programmes d'investissement, et il faut mettre de l'argent qu'on peut donner. Le président du Parlement européen a redit la semaine dernière, et on va rentrer en contact avec lui, il faut trouver chaque année 40 milliards de dons pour l'Afrique, si on veut effectivement aider à lutter contre le réchauffement et puis s'adapter. C'est une partie du réchauffement, j'en ai dit qu'on ne pourra pas éviter, mais comment est-ce qu'on gère, comment on enrichit les sols, comment est-ce qu'on utilise l'eau qui passe, comment on va... Il y a éviter l'aggravation du réchauffement et puis à s'adapter. Donc comment est-ce qu'on fait? Cette carte, vous savez, c'est une carte qui a été faite par Lilian Thuram et par Jean-Christophe Victor. On trouve qu'au lieu de mettre l'Europe au milieu, elle met l'Afrique et donc, voilà, ça oblige à réfléchir sur où est notre pays vaste chéri. Il est là, il est très beau, mais c'est quand même pas la seule partie de la planète sur laquelle il faut agir pour le climat. Donc comment est-ce qu'on fait pour financer par des dons, et pas seulement par des prêts, mais aussi co-financer tout ce qui doit être fait sur le territoire européen. Là, il faut mettre les pieds dans le plat, et il y a un choix de société à faire. On ne peut pas en même temps vouloir la coopération, la justice sociale, le développement de la planète pour tous, et puis continuer le dumping fiscal européen. Cette courbe, ça représente l'impôt sur les bénéfices en Europe depuis 1993. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, même le rapport rédigé à la demande de Nicolas Sarkozy par le directeur de l'INSEE, il y a 10 ans, expliquait que les dividendes en France, c'est les chiffres officiels du patron de M. Cotis, qui avait rédigé la demande de Sarkozy. Donc on ne nous dise pas que c'est parce qu'on est des alternatives. Multiplier le volume des dividendes distribués en France avait été déjà à l'époque multiplié par 5. Donc il n'y a jamais autant de bénéfices qui ne vont pas dans l'investissement, qui vont dans les dividendes, un peu dans les paradis fiscaux. Il y en a qui ont découvert cette question depuis quelques jours, mais donc il y a de plus en plus d'argent qui va vers les bénéfices, qui n'est pas réinvesti. Et paradoxalement, dans tous nos pays, on diminue l'impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. L'Angleterre, l'Irlande sont entrés en Europe, ont baissé leur impôt, et dans tous nos pays, on s'est dit qu'il faut faire pareil, sinon les entreprises vont aller en Angleterre ou en Irlande. Donc le taux d'impôt est tombé, maintenant, on continue la courbe jusqu'en 2017, on est aux alentours de 20%. Le taux d'impôt moyen sur les bénéfices n'est plus qu'à 20% en Europe. Alors qu'aux États-Unis, il est à 38%. Trump le casser, le diviser quasiment par deux, mais pour le moment, aux États-Unis, depuis Roosevelt, parce que quand Roosevelt arrive, il y avait le même problème de dumping, la Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, et Roosevelt, en 3 mois, avait fait un impôt fédéral. Les actionnaires étaient furieux, avaient dit que c'était un communiste qui a tué l'économie, mais Roosevelt avait tenu bon, et depuis 1933, aux États-Unis, il y a un taux d'impôt sur les bénéfices qui est stable à 38%. Donc c'est quand même étonnant, ils arrivent à vivre, les actionnaires ne meurent pas, l'actionnaire prend des risques, donc c'est pas choquant qu'il soit récompensé si l'entreprise va bien, mais il y a aussi besoin d'argent pour la collectivité. Et donc on voit aux États-Unis qu'un pays tout à fait dynamique, le modèle américain, on pourrait y passer 3 soirées, mais en tout cas, on voit qu'il y a une grande zone économique du monde où le taux d'impôt sur les bénéfices est à 38%, il est stable et où ça marche très bien. Donc c'est quand même paradoxal de se dire que le taux d'impôt en Europe est tombé à 20% en moyenne, donc il est à 38%. Donc une idée que déjà Jacques Delors avait mis sur la table il y a 30 ans, qu'on avait relancé avec Michel Rocard il y a 10 ans, que Thomas Piketty a mis dans son dernier livre. Une idée, c'est que si on veut muscler les projets de l'Europe, sur le climat, mais aussi sur la défense, sur la sécurité, il faut des ressources propres. Parce que si c'est uniquement les États membres qui financent l'Europe, dès qu'on demande quelques millions de plus, tout le monde s'arrache, on
comprendrez qu'il y a 27 Margaret Thatcher autour de la table, parce que si c'est Paris qui doit payer, ou Bonn qui doit payer, ou Rome qui doit payer, tout le monde va. Donc il faut trouver des ressources qui ne viennent pas des pays. Et donc un impôt, l'idée d'un impôt européen sur les bénéfices, non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt européen sur les bénéfices, même s'il n'était que de 5%, vous voyez, si on crée un impôt, une contribution climat, juste de 5%, on ne va pas en mourir, hein, et on restera encore loin de ce qui était en Europe il y a 40 ans, ou de ce que les États-Unis, même si on ne faisait qu'une contribution climat au niveau européen sur les bénéfices non réinvestis, sur ce qui va partir vers les marchés financiers, juste une contribution de 5%, elle rapporterait chaque année entre 100 et 150 milliards. Ça dépend du nombre de pays qui sont dans cette... Est-ce qu'on y va tous? Est-ce qu'on y va juste 12 pays? Mais donc, en tout cas, ça nous fait plus de 100 milliards par an. Donc, quand on cherche 40 milliards à donner à l'Afrique pour changer la dynamique en Afrique, si on crée juste une contribution de 5%, on a tout à fait ce qu'il faut. Donc, au total, le plan Marshall, le pacte finance-climat, on va se donner un an pour convaincre. Notre objectif, c'est vraiment qu'on obtienne ce traité. C'est de même qu'on parle souvent des voitures hybrides, qui sont que la meilleure solution, sans doute, le vélo ou la marche à pied. Mais quand on a besoin de voitures, des voitures moins lourdes, moins coûteuses, qui consomment beaucoup moins, qui ont une énergie hybride, et le pacte qu'on propose, il a aussi des financements hybrides. En gros, tout ce qui est rentable, tous les travaux qui sont rentables à 10 ou 15 ou 20 ans, quand on isole un bâtiment, on sait qu'on va se retrouver sur l'économie. Tout ça, ça peut être financé en large part par des prêts à taux zéro de la BCE via la BEI. Et puis après ça, tout ce qui va être de l'argent, un budget. Même que l'éducation, c'est un budget, l'armée, c'est un budget, la santé, c'est un budget. C'est pas choquant de se dire qu'il y a des budgets, c'est pas juste des prêts, c'est l'argent qui est dépensé parce que c'est utile pour le bien commun. Et bien là, c'est une taxe sur le CO2, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un instrument utile. La taxe Tobin, on ne va pas lâcher le combat là-dessus, même si c'est sans doute trop faible pour financer l'ensemble du plan. Et puis un impôt sur le bénéfice de 5%, qui permettrait en même temps de participer à des financements sur le territoire européen et en même temps d'alimenter très fortement la coopération avec les pays du Sud, avec les pays du pourtour méditerranéen. Je finirai en disant concrètement, ce financement européen pour nous, si on doit isoler ce bâtiment, cet immeuble à Bayonne, et qu'il faut mettre 50 000 € que la mairie doit isoler, eh bien on montre comment on pourrait couper en deux, que la moitié de la facture serait payée par la collectivité. En gros, les États membres paieraient 30%. C'est déjà le cas à peu près en France, c'est compliqué, ça change chaque année, donc c'est pénible. Mais en gros, il y a des crédits d'impôt en France. Si vous faites l'isolation de votre maison, vous avez en gros un crédit qui représente 30%. C'est pénible parce que les règles changent chaque année, donc il faut le stabiliser, il faut que ce soit une prime, mais non pas un crédit d'impôt, il faut tout le monde. Mais donc en gros, la France paierait 30% de la facture, l'Europe, si elle a des ressources propres, si on a mis en place cette contribution de 5%, l'Europe pourrait payer 20% de la facture. Donc ça veut dire au total que la collectivité paye la moitié de la facture et que le reste, on le finance par des prêts à taux zéro. Et ça nous poussera à faire attention à ne pas laisser les fenêtres ouvertes, donc pour qu'on fasse effectivement des économies sur les dépenses de chauffage. La Commission européenne dit qu'on pourrait créer, je vais y revenir. Donc quels sont les emplois? Il faut que je conclue si on veut laisser la place au débat, mais je suis revenu, j'ai relu ces jours-ci l'étude qui a été faite, franchement vraiment très intéressante par Vizy sur le territoire du Pays Basque Nord, et on voit la diversité des emplois. Donc c'est beaucoup d'emplois dans les énergies renouvelables. Ici c'est de la biomasse, ici c'est du photovoltaïque, ici c'est de l'eau chaude solaire, ici c'est de la géothermie profonde. Les solutions, il faut qu'on sorte d'une culture où c'est la même énergie pour tout le monde, on sort d'une culture où c'est le nucléaire et la même énergie pour tout le monde. C'est l'occasion de développer des coopératives de citoyens qui vont dans un village, c'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie et on développe dans le bouquin, on cite, c'est pas en Pays Basque, c'est en Bigorre, mais un copain, où il y a 5 villages qui sont mis ensemble pour développer de la biomasse massivement. Ça crée 7 emplois. Ils font des économies sur la facture personnelle, ça crée 7 emplois. Et ils se chauffent, la plupart d'entre eux, avec la biomasse locale et avec des effluents de la ministère agricole. Donc c'est beaucoup d'emplois, pas tout à fait la moitié, mais quand même 3 villes sur 10 000, dans les énergies renouvelables. C'est la réhabilitation, s'il faut isoler tous les bâtiments publics et privés, les mairies, nos immeubles, nos maisons, les usines, les immeubles de bureaux. Le travail c'est dans les déchets, le recyclage, des emplois tout à fait intéressants et nombreux dans les déchets, l'agriculture biologique. Un jour j'étais chez un paysan, autrefois il y avait 3 adultes qui vivaient sur la ferme, maintenant ils sont 4. Ils mettent moins d'argent dans les pesticides et dans les engrais, et ils ont mis plus d'argent dans la masse salariale. Mais ça montre que c'est faisable. Simplement, est-ce qu'on aide les paysans qui sont dans ces pratiques? Est-ce qu'on les aide humainement, intellectuellement, financièrement? Il y a 60 ans, qu'on a voulu moderniser l'agriculture française à marche forcée. On a fait des remembrements, on a détruit des haies, et puis il y avait des techniciens qui allaient voir les paysans pour les aider à changer de pratique.
Est-ce qu'on se donne quelques années, tranquille, mais sans perdre de temps, pour changer, pour montrer comment un sol peut retrouver, ça se fait pas en 3 mois, mais en 4 ans ou en 5 ans, on peut vraiment augmenter la vie, la biologie du sol, et il captera beaucoup plus de matière, il gardera beaucoup plus de matière organique, il aura besoin de beaucoup moins d'irrigation et de beaucoup moins de produits chimiques. La pêche côtière, ici l'activité forestière, le secteur de l'eau, les espaces, donc au total, les emplois ne seront pas les mêmes dans toutes les régions, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un effort de formation qui est à faire, mais c'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas une dynamique forte, on ne fera pas l'effort de formation. Le secteur du bâtiment vous dit parfois, oui, mais on n'a pas de gens qualifiés, il manque des maçons, il manque des carreleurs. C'est vrai dans certaines régions. Mais c'est aussi un cercle vicieux, c'est parce que comme la plupart des patrons de PME dans le bâtiment ne savent pas s'ils auront du boulot dans 6 mois ou dans 1 an, ils ne se donnent pas les moyens de faire un effort de formation. Tandis que si on sait qu'on a des financements, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais si on a des financements qui rendent ça vraiment très rentable de faire tous ces travaux, l'idée c'est que le traité qu'on propose pourrait être adopté par référendum, le même jour dans tous les pays d'Europe, ça aurait de la gueule que le même dimanche on vote en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie. Ce ne serait pas un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre Merkel, pour ou contre Roy. Ce serait, est-ce que vous voulez que votre pays rentre dans cette logique d'impact finance-climat? Et le même jour, on approuverait le traité européen, qui donnerait des financements pendant 30 ans, et puis les règles du jeu en France. Qu'est-ce qu'on rend obligatoire? Comment on augmente le prix du carbone? Qu'il n'y ait pas 3 bonnets rouges qui puissent nous bloquer la réforme de 3 mois plus tard. Il y aura un beau débat de société. Souvenez-vous, en 2005, tout le monde demandait à son voisin, toi tu vas voter oui, tu vas voter non. Les gens sont passionnés pour le référendum. Donc si on annonçait que dans 2 ans, il y a un référendum sur le climat, il y aura un beau débat. Les gens qui continuent à nier le problème seraient définitivement ridicules. Et puis c'est l'occasion d'une dynamique et de dire voilà ce qui est obligatoire. Tous les bâtiments publics doivent être isolés d'ici 15 ans. On ne peut plus vendre une maison si elle n'a pas été mise aux meilleures normes. Et si les gens ont compris que c'est un vrai problème, si les gens ont compris que c'est l'occasion de créer des emplois et de faire des économies, et s'il y a des financements de ce type, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut rendre obligatoires progressivement, mais rattraper le temps perdu. Au total, donc, une économie pour chacun de nous entre 800 et 1000 euros, si on économise l'énergie dans nos immeubles, là où on habite, dans nos maisons et dans nos transports. Une vie au niveau local, parce qu'au niveau local, on va se dire comment on fait pour isoler, mais peut-être aussi comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un compost devant les écoles du coin, est-ce qu'on crée une coopérative. En Allemagne, le développement des énergies renouvelables, il y a beaucoup de coopératives de citoyens. C'est des parents d'élèves qui se disent, on pourrait mettre du photovoltaïque au-dessus du toit de l'école. Et au début, c'était juste 10 personnes, et puis finalement, ça devient une vraie coopérative de quartier, où à partir de l'énergie, on réfléchit à cette autre problématique, au transport collectif, au covoiturage. Sortir de notre dépendance au gaz et au pétrole importé. Là, l'autre jour, il y avait Poutine qui a reçu à Moscou, de façon magnifique, le roi d'Arabie, et au bout de 3 heures, ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils allaient agir ensemble, l'Arabie saoudite et la Russie, pour faire augmenter le prix du pétrole et du gaz. Donc, est-ce qu'on continue à être dépendant de l'énergie qui vient de l'extérieur, ou est-ce qu'on est capable d'être autonome? Voilà, et en finissant, c'est que si on est un peu stressé les uns et les autres, c'est qu'on sait que le temps tourne. Il y a une étude qui a été publiée cet été qui dit qu'on n'a plus que 3 ans pour agir. Jean a montré des courbes, on y arrivera pas. Maintenant, il y a un moment, ça fait 30 ans qu'on en parle. Jean est trop modeste pour le dire, mais les articles qui ont montré le lien entre le CO2 et le climat, c'était il y a 30 ans à la une de la revue Nature. Et Jean, c'est pas pour rien si voilà, Jean est un des 3 signataires principaux de ces études fondamentales. C'est pour ça que 6 mois plus tard, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont créé le GIEC, parce que la pression était trop forte, les études publiées dans Nature il y a 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'on sait que c'est grave, ça fait 30 ans qu'on sait que c'est des activités humaines qui provoquent ce réchauffement climatique. Donc maintenant il est temps d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une fenêtre en 2018, puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron, tous les deux, ont dit que l'Europe allait mourir s'il n'y avait pas de nouveaux projets. Et ils ont dit qu'on se donnait 1 an jusqu'à la fin décembre 2018 pour trancher. Alors, on n'a pas reparlé de Pitchett, on ne s'est pas revu, mais il y a 3 semaines à Francfort, vous savez, il y a eu le grand discours d'Emmanuel Macron à Athènes, il y a eu le discours à la Sorbonne, et puis ils étaient de nouveau ensemble, Merkel et Macron, à Francfort il y a 3 semaines, et ils ont dit il faut que les citoyens s'en mêlent, il ne faut pas que les citoyens soient consultés à la fin quand ça prend droit d'essai, donc ils demandent, tant mieux, on a envie effectivement de s'exprimer, et ils disent on ne prend pas 10 ans pour noyer le poisson, en décembre 2018, dans 1 an, on doit savoir quelle est l'architecture de la nouvelle Europe. Alors, il y en a qui parlent de l'Europe de la défense, c'est un vrai sujet. Il y a Emmanuel Macron qui propose un parlement pour la zone euro, c'est un vrai sujet. Mais ceux qui ne sont pas dans la zone euro se demandent s'ils sont là. Et nous, on voudrait imposer, on voudrait tout faire pour que dans 1 an, quand Angela Merkel, Macron et les autres vont dessiner en architecture, il y ait un traité climat. Et pour ne pas perdre de temps, on va commencer à le rédiger.
Miguel Ángel Moratinos, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, qui est un grand diplomate. Il a été pendant 7 ans ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, pendant 7 ans envoyé spécial pour toute l'Europe, pour le Proche-Orient. Et Miguel est d'accord pour nous soutenir dans cette campagne, comme la maire de Madrid, on réunit des gens de sensibilités différentes, et pour piloter un groupe de travail qui va rédiger le traité. On va commencer là, en décembre ou plus tard en janvier à rédiger le traité. Donc on va lancer une pétition européenne et en même temps rédiger le traité. L'objet est qu'à la prochaine COP, puisque la prochaine dans un an c'est la COP 24 qui sera en Pologne, on puisse aller remettre le traité, article 1, article 2, article 3, avoir réfléchi à tous les problèmes concrets avec des gens du bâtiment, avec des gens des agriculteurs, quels sont les problèmes concrets si on avait ces financements, quels sont les problèmes concrets qu'il y a à régler, et puis qu'un maximum de citoyens dans tous nos pays soient convaincus. Et contrairement à ce qu'on dit, Angela Merkel est quelqu'un de pragmatique. Le salaire minimum, même Gerhard Schröder ne voulait pas faire une loi pour créer un salaire minimum. Et puis Angela Merkel a vu en même temps que les ventes de voitures en Allemagne reculaient, à force de ne pas distribuer de salaire, il y avait un problème économique, et puis elle avait besoin d'un accord avec les socialistes pour avoir une majorité. Donc elle a fait une loi sur le salaire minimum et elle en est très contente. Au début de l'été, Angela Merkel a dit, après tout, le mariage pour tous, pourquoi pas? Je ne sais pas que c'était son truc, mais il y avait 2 sondages qui avaient dit que 80% des Allemands étaient favorables au mariage pour tous. Et en 15 jours, le mariage pour tous est voté. Angela Merkel rappelle que son frère est rentré chez les écolos et qu'elle est rentrée à la CDU et que c'est elle qui a accueilli la première COP à Berlin, la COP numéro 1, c'était la jeune Angela Merkel qui était ministre de l'Environnement qui l'a accueillie. Donc Angela Merkel, et elle aura les écolos dans sa coalition. Là, Angela Merkel, pour rester au pouvoir, a besoin d'une coalition et elle aura les écolos. Donc, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, on n'est pas sûr d'y arriver, mais je pense quand même que si on se bat tous, on a 1 an. Je trouve que c'est assez excitant de se dire que c'est pas trop tard pour agir sur le fond, et que si l'Europe, dans 1 an, se donne les moyens de cette ambition, on peut effectivement montrer que pour de vrai, pas seulement dans des colloques ou dans des PowerPoint, quand Trump explique que c'est pas possible de lutter contre le réchauffement climatique au nom de l'emploi américain, America First, il faut montrer à Trump et à tous les autres qu'on peut en même temps que lutter contre le réchauffement climatique est une des meilleures façons de lutter contre le chômage. Et si l'Europe fait la preuve grandeur nature, dans quelques années, les autres zones du monde, le Japon, la Chine, les États-Unis se diront on est bien couillons si on ne fait pas pareil, et si on peut en même temps lutter contre le réchauffement et créer des emplois. Donc voilà notre objectif, c'est de gagner la partie dans 1 an. On ne va pas se flinguer si on n'y arrive pas, mais on a au moins une fenêtre. L'Europe sort de plusieurs années où rien ne bougeait parce que François Hollande ne voulait rien bouger sur les traités, et là tout d'un coup on a une conjonction, et en même temps la décision de Trump remet la décision de Trump et la gravité des événements climatiques qui se multiplient, fait que la question du climat devient un sujet central en politique. Voilà. Alors, j'allais conclure sur ce collègue Berger de l'Ariège, qui a capté l'attention de la préfète de l'Ariège, quand il lui a dit, Madame la préfète, il faut arrêter de subventionner la pollution. Les contribuables subventionnent la destruction de la biodiversité, l'érosion des sols, la pollution atmosphérique, puisque dans le collectif, on a des gens qui ont été hospitalisés à cause de la pollution atmosphérique. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est une demande. Pouvez-vous intégrer, pouvez-vous apprécier d'intégrer le fait que cette politique agricole commune, elle marche à l'envers. Et il faut plutôt aider les bergers qui ont besoin de machines que plutôt de financer les incendies. Merci. Deux autres questions. Et soyez concis, hein, parce qu'autrement, il y aura très peu de monde qui pourra poser des questions. On va essayer de faire plusieurs tours de questions. Alors moi, c'est une question simple, je suis ici. C'était par rapport à la première intervention, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'était qu'il y avait plus d'évaporation et moins de précipitation, donc l'eau est au tambour. En fait. Il y a des régions où il pleut tout le temps, selon on a une montagne quand même, donc les nuages devraient se fixer dans la logique, dans ma logique en tout cas, de meilleur que dans la pluie, donc comment vous expliquez ça? Amen. Une autre ici, devant. Si j'ai bien compris, les banques gagnent de l'argent et ne le dépensent pas. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Le mettre en paradis fiscal, on le met là, mais qu'est-ce que ça devient? Là, la dernière ici. Et la dernière. Ici, là.
Bonjour, merci pour votre intervention. Jean, avant que vous répondiez, je ferai une précision pour les prochaines questions. C'est concernant justement j'ai vu un article il y a quelques jours d'un économiste, je crois dans Le Monde, et qui expliquait que en fait le principal problème par rapport à ces enjeux financiers avec cet argent de la BCE qui va pour la spéculation et pas pour l'économie réelle, c'est qu'en fait on est toujours dans un régime de rendement à court terme et qu'on n'arrive pas à ce que l'investissement de long terme soit valorisé. Donc est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique-là et quels sont les leviers? Est-ce que l'histoire du traité peut régler ce problème ou pas? Juste une précision pour le tour de questions d'après, on va essayer de privilégier les femmes, parce que là on a eu 4 questions exclusivement masculines, donc on va essayer d'entendre des voix féminines. Les femmes vont vous répondre. Ouais. Oui, je vais répondre sur la question de où va l'eau. Alors, dans un climat plus chaud, l'océan se réchauffe. Donc, Jean, tu vas te rapprocher du micro parce que... Dans un climat plus chaud, l'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et comme je ne peux pas s'y accumuler, il y a plus de précipitations. En fait, dans un climat plus chaud, il y a surtout beaucoup plus de précipitations dans les régions où il y en a déjà assez. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde l'Europe, la partie nord de l'Europe, les précipitations augmentent. Et sans intérêt, puisque sauf augmenter les risques d'inondation dans ces régions. A l'inverse, la circulation atmosphérique est telle que les régions où il y a déjà peu de précipitations, il y en aura encore moins. Donc, effectivement, il n'y a pas de miracle. La quantité d'eau dans l'atmosphère augmente, les précipitations moyennes augmentent, mais il y a des régions où elles augmentent et des régions où elles diminuent. Et bien sûr, s'ajoute dans les régions où elles diminuent l'augmentation de l'évaporation. Sur la première question sur l'éco-buage, c'est un bon exemple du fait qu'on a une politique agricole qui ne sait plus du tout où elle va. Pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. On voulait moderniser, donc on n'était pas dans le bio, pas dans le durable, mais au moins on protégeait le revenu des paysans. Par exemple, des quotas laitiers faisait qu'on évitait la surproduction. On sait quand même depuis, j'ai oublié mon catéchisme, mais je crois que c'est Joseph qui est le bien conseiller du pharaon, parce qu'il a son rêve avec les 7 années de vache grasse et les 7 années de vache maigre. Donc on sait que ça vient un domaine où le libéralisme, ça ne marche pas, c'est l'agriculture. Depuis 7000 ans, enfin il y en a qui doivent connaître la Bible mieux que moi, mais je crois que ça doit faire 6000 ou 7000 ans que déjà on avait compris que c'est un des rôles de l'État que de réguler les marchés. Quand il y a trop de production, on stocke pour éviter l'effondrement, et par contre on est capable de... Voilà. Donc ça fait 7000 ans qu'on sait qu'il y a bien un domaine où on ne peut pas laisser la main invisible parce qu'on ne voit jamais ses bénéfices, c'est le secteur agricole. Et pendant 30 ans, Michel Rocard n'est plus là, mais quand il était ministre de l'Agriculture, il avait mis en place des quotas laitiers. Margaret Thatcher était furieuse, mais on voyait chaque année de combien on a besoin de lait, de poudre, de beurre. On s'arrange pour ne pas produire trop, donc les prix sont corrects et les paysans n'ont pas besoin d'aide. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir une aide de Bruxelles. Le but du paysan est de faire un métier qu'il aime, sur un territoire qu'il aime et d'être reconnu par son travail. Et donc avec les quotas laitiers, pendant 30 ans, le revenu des paysans était correct et il n'y avait pas besoin d'aide, sauf peut-être parfois dans les zones de montagne. Voilà. Et donc il aurait fallu garder ces outils de régulation et après ça évoluer avec une agriculture plus durable et plus biologique. Au lieu de faire ça, on fout en l'air tous les outils de régulation au niveau européen. Donc c'est la crise du lait, donc on verse des larmes de crocodile sur le fait qu'en Bretagne et ailleurs, toutes les semaines, on trouve des paysans qui se flinguent parce qu'ils se réveillent à 5 h du matin pour travailler et quand ils arrivent à 300 € à la fin du mois de revenus, c'est bien beau, puisque maintenant on supprime les quotas en matière de sucre et on va s'étonner si dans un an on a des suicides. Voilà. Donc c'est une hérésie, c'est du non-sens, c'est renoncer, c'est pas parce que je suis un ami de Michel Rocard que je pense qu'il faut des quotas, ça fait 7000 ans qu'on sait qu'il y a besoin de régulation et que maintenant qu'il y a besoin de changer de modèle. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a besoin d'un débat de fond, que le climat, ce qu'on dit depuis 2 heures, est l'occasion d'un débat de fond. C'est pour ça qu'on tient l'idée d'un référendum, que ce ne soit pas juste 3 personnes dans des bureaux à Bruxelles avec le poids des lobbies. On a vu sur Monsanto, on voit tous les mois maintenant que on croit à la démocratie, mais qu'on voit quand même qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises dans les parlements devant tout le monde et que le poids des lobbies est quand même assez important. C'est aussi pour ça sans doute qu'on n'avance pas assez vite sur les énergies renouvelables en France. Donc il est bon que tout le monde puisse s'exprimer, que les décisions soient prises par les citoyens et que
ce débat sur le climat permettrait de dire, voilà, on change de politique agricole, on va vers une agriculture qui respecte les gens, qui respecte les paysans, qui respecte leurs revenus, et qui va vers des pratiques plus respectueuses des sols. La bonne nouvelle, c'est quand même que ça bouge. Je voyais l'autre jour monsieur et madame Bourguignon, j'ai oublié leur prénom, je suis fatigué, qui racontent comment il y a 25 ans, on les a foutus dehors de l'agro, en gros, parce que leurs histoires, longtemps moi j'ai fait l'agro, et c'était des trucs les plus passionnants. La vie du sol, c'était absolument passionnant, c'était un des rares cours que j'ai vraiment pas séché. C'était voir comment en Afrique, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe, comment les sols sont différents en Pays Basque et sur les côtes de Bretagne. Voilà, et il y a 25 ans, on a expliqué que tout ça c'était de la foutaise, et ils ont été foutus dehors. Et maintenant, au contraire, depuis quelques années, l'INRA décide de donner des moyens très forts sur ceux qui sont capables d'expliquer à un paysan comment on change de pratique et comment on redonne de la vie, comment au lieu de labourer profond, que les vers de terre, si on les laisse vivre, si on les laisse 2 ou 3 ans, les vers de terre peuvent transporter l'air de rien, tout l'ensemble des millions des tonnes et aérer et remonter et faciliter le contact de la création du muscle. Bourguignon ou d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a une prise de conscience, y compris dans des endroits comme l'INRA, où autrefois ce qui était moderne, c'était des produits chimiques et on s'en foutait des petites bestioles et des micro-organismes, et maintenant ils comprennent qu'on a absolument besoin de changer de modèle. Où va l'argent? Ben, vous voyez là, les marchés financiers, les États-Unis sont un exemple parmi d'autres, mais ils ont gagné 25% depuis un an. Donc si vous laissez le choix à une banque, j'ai un ami, un ami d'amis, on n'est pas très proche, mais qui est le patron d'une salle de marché dans une banque. Quand je lui montre ces graphiques, il me dit, mais je sais bien, je ne suis pas fou, hein, je lis les journaux, ça peut péter n'importe quand. Mais tant que les autres jouent, je continue à jouer, parce que son salaire tous les mois est calculé sur ce qu'il rapporte à la banque par rapport aux autres banques. Donc s'il est le seul à dire, bon, c'est de la folie, j'arrête de jouer, il faut qu'il change complètement de vie. Il va diviser par 20 son salaire, ce qui est quand même... Certains le font, ce choix, mais donc si vous laissez le choix, là, vraiment les banques sur les marchés financiers, en plus avec la garantie, comme on n'a pas fait la séparation des banques, on revient là-dessus dans notre livre, c'est pas le sujet central, mais il y a quand même une page pour dire que si on faisait la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, les banques ne pourraient pas spéculer avec la garantie, parce que quand elles gagnent des milliards, c'est des milliards pour les actionnaires et pour les traders, et si elles perdent, si ça pète demain ou dans 2 ans à Wall Street, elles viendront voir les ministres en disant on a perdu 40 milliards, vous ne pouvez pas nous laisser faire faillite parce que sinon c'est des millions de gens qui ont leurs économies au Crédit Agricole ou à la BNP, voilà. Donc le fait qu'il n'y ait toujours pas, c'est aussi un des trucs que Roosevelt avait fait, ça a marché pendant 50 ans et puis depuis 20 ans, les banques ont eu de nouveau l'autorisation d'être dans la même structure, banque de dépôt et banque d'affaires. Donc si vous donnez de l'argent gratos, et même à taux négatif à une banque, et vous lui dites tu fais comme tu veux, d'un côté, juste avec quelques personnes qui ont fait HEC ou une école de commerce, 3 ordinateurs, 5 logiciels, elles peuvent gagner du 25% par an et quand ça va s'effondrer, l'État va les aider. Et de l'autre côté, il faudrait financer la transition énergétique, c'est-à-dire prendre sa voiture, aller à Lecumberri, aller à Saint-Jean-Pied-de-Port pour voir quel est le projet de cette coopérative qui va peut-être rapporter du 3% par an. D'un côté, c'est fatigant, il faut vraiment réfléchir, il faut rencontrer les gens et ça va peut-être rapporter du 3%. De l'autre côté, juste avec quelques logiciels, vous faites du 25%. Donc si on leur laisse le choix, ils continueront comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un traité qui dit cet argent de la Banque centrale, on va continuer à plaider pour la séparation des banques. Les banquiers d'affaires pourront faire ce qu'ils voudront, mais avec leur argent. S'ils prennent des risques, c'est avec leur argent, et s'ils font faillite, c'est tant pis pour eux. Et par contre, c'est un bien commun, on cite Jean Tirole, qui dit que le climat, c'est un bien commun, l'eau qu'on boit, c'est un bien commun, et la monnaie, c'est un bien commun. Et donc, il n'est pas normal que sans aucun contrôle démocratique, sans aucun débat, on puisse créer 1000 milliards qui vont nous préparer une prochaine crise dramatique. Donc, un traité peut l'organiser, c'est tout à fait possible. Quand il y a eu le charbon et l'acier, quand Schuman et Adenauer ont décidé de mettre ensemble le charbon et l'acier, le patronat du charbon et de l'acier n'a pas trouvé ça très très drôle. Hein. Ça fait, tout d'un coup, ils se sont retrouvés, ils n'avaient pas vu venir le coup, et en 24 heures, Adenauer, le chancelier allemand, et Schuman, le président du Conseil français, ont décidé que pour être sûr de ne plus jamais se faire la guerre, et c'est comme ça que l'Europe est née. Comme ça fait un siècle qu'on se tapait dessus, et chaque fois qu'on gagnait la guerre, on prenait le charbon et l'acier du concurrent. Et donc Adenauer et Schuman se sont dit, pour être sûr de ne jamais se faire la guerre, on va mettre ensemble le charbon et l'acier sous un contrôle politique. Et bien, les actionnaires des entreprises, tout le monde dit maintenant c'est génial, c'est la naissance de l'Europe, ça a permis effectivement qu'il n'y ait plus jamais la guerre entre la France. Oui, mais les actionnaires ont trouvé ça un peu compliqué pendant les premiers mois. Mais il y avait une volonté politique et ça a marché. Et là où, bonne nouvelle quand même, pour vous dire que tous les banquiers centraux ne sont pas des grands méchants, quand on regarde en fait ce que dit Mario Draghi, quand on regarde ce que dit Benoît Cœuré, ce qui est son bras droit, il passe le temps à dire que l'Europe manque d'investissement.
ils passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas stupides, qu'ils voient bien que l'argent ne va pas pour l'essentiel, ils sont prudents parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur rôle. Voilà. Mais régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, il y a un communiqué de la Banque centrale qui dit qu'en fait tout ce qu'elle fait, c'est pour favoriser l'investissement public et qu'ils aimeraient que les gouvernements sortent d'une logique d'austérité. Donc on espère qu'à l'occasion du climat, on va pouvoir dire voilà, on arrête les blagues. Tout le monde a conscience qu'on va vers la catastrophe, puisque même la Banque centrale dit qu'en fait que l'argent qu'elle crée, c'est pour de l'investissement public. Et bien, au lieu de faire un truc par ricochet où il y en a seulement 10% qui va dans l'économie réelle et très très peu dans l'investissement public, on a un vrai débat et on fait un traité qui fait que 100% de cet argent ira au bon endroit. Et je pense, franchement, c'est à nous de le décider. Je vous ai parlé de la naissance de l'Europe, mais parfois c'est des politiques qui sont inspirés, parfois c'est des peuples. Moi, mon dernier cours à Sciences Po, j'ai fait l'agro et puis Sciences Po, et le meilleur spécialiste de l'Allemagne en avril 89, on a eu 3 heures, et le gars nous a expliqué que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans, et que de notre vivant, on ne verrait jamais la réunification de l'Europe. On était en avril 89. 6 mois plus tard, voilà. Mais ce n'est pas des vieux partis politiques qui l'ont décidé, c'est des citoyens qui se sont retrouvés dans des salles, qui se sont retrouvés dans des cafés, dans des théâtres, dans des temples, qui disaient on n'en peut plus de ce système, il faut qu'on se bouge. Et les gens qui n'avaient jamais fait de politique se sont mis en mouvement, 10, 20, 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et donc je crois que c'est vraiment à nous. Là, en plus, on a Merkel et Macron qui nous disent il faut que les citoyens nous disent ce qu'ils veulent. On n'est pas bon, on est même bien couillon si on ne profite pas de l'année qui vient pour changer le cours de l'Europe. Juste avant de repasser le micro, et donc on va essayer de privilégier les dames, mais si on prendra 4 questions. On remercie doublement Jean Jouzel et Pierre Larouturou d'être venus, et notamment ils viennent à titre tout à fait bénévole, militant, et donc par contre on ne veut pas que ça soit de leur poche, donc on veille évidemment à leur rembourser le billet de train, à payer la location de la salle, les affichettes qui ont annoncé la soirée, et du coup si vous voulez nous aider, on va faire passer une caisse et chacun peut mettre ce qu'il veut dedans. Où sont les questions? Où sont? Vous m'entendez? Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que la Banque centrale européenne avait décidé de faire tourner la planche à billets. Pendant des années, on n'entendait plus parler du tout de production d'argent. Là, ils ont décidé de recommencer. Vous pouvez nous réexpliquer pourquoi cet argent ne va pas directement aux États pour subventionner effectivement un certain nombre d'actions pour le bien public, mais cet argent est traité à taux négatif à des banques privées. Quelle est la logique derrière tout ça? Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faudrait quand même comprendre les choses? Il y a d'autres questions? Bonsoir. Je me demande si vous êtes prêt, je suis encouragée par votre campagne, je me demande si vous êtes prêt pour les marchands de doute. Alors, je n'ai pas compris. T'as compris la question? Si vous êtes prêts pour les marchands de doute. Bonsoir messieurs, merci pour cette conférence, merci à Lizzie d'avoir organisé cet événement. Moi j'ai une question assez simple. Monsieur Larouturou, vous parliez de la BCE qui demandait aux banques d'investir dans le public quelque part, l'argent qui leur a été donné par la BCE, et donc de leur déclaration dans la publique, vous vouliez dire que Mario Draghi était un ancien de Goldman Sachs, voilà, je vais le dire aussi. Et donc, quelque part, il y a une certaine hypocrisie dans ces propos, je trouve. Vous parlez de refonder l'Europe, et d'un nouveau référendum. Concernant les derniers référendums qui ont concerné l'Europe en France, je pense que tout le monde s'en rappelle. On peut parler aussi d'Irlande, des Pays-Bas aussi. Concernant les référendums aux Pays-Bas, concernant un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine, que les Pays-Bas ont refusé, les citoyens irlandais ont refusé. Néanmoins, le traité va passer quand même. Alors, comment voulez-vous que les Français
c'est une valeur française, et confiance dans cette Europe que vous nous rendez depuis plus de 40 ans. Merci de vos explications. Je voulais revenir sur deux points. Donc, la BCE qui a été évoquée tout à l'heure, interdiction de financer les États directement. Est-ce que dans votre projet de traité, vous intégrez le fait que, étant donné que ce sont quand même les régions et les collectivités territoriales qui, notamment en France, qui doivent investir dans le climat, est-ce que vous intégrez le fait que pour ces investissements sur le climat, il pourrait y avoir une dérogation au financement des États par la BCE? Et le deuxième point, c'est, vous avez rappelé qu'il fallait laisser 80% des réserves des énergies fossiles dans le sol, là où ils sont, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on continue à subventionner les énergies fossiles? En France, grosso modo, plus de 100 milliards d'euros par an. Dans le monde, 5340 milliards de dollars par an. Donc, quand est-ce qu'on arrête de subventionner ces énergies fossiles? Oui, bonsoir. Je crois que il n'y a pas que dans l'agriculture que le libéralisme est un problème, mais dans l'ensemble des activités, et que c'est le statut même des entreprises qui est vicié, et qui est la cause de ça. Je suis entrepreneur, j'en ai créé plusieurs, et l'impression que j'ai, c'est qu'il faut se tourner massivement vers un modèle qui est assez récent, qui s'appelle la SCOP, ou la SIC, encore mieux, et qui est le seul modèle finalement d'entrepreneuriat où l'argent ne s'en va pas de cette manière-là, où il peut y avoir un lien entre les collectivités, les consommateurs et les entrepreneurs. Pour faire quelque chose ensemble, c'est ce que nous on essaye de faire là pour une entreprise agricole. Et donc, voilà, si par exemple pour les énergies renouvelables, si on se tournerait tous massivement vers des sites comme il y a Enercop, il y a Énergie Partagée, voilà, on est sûr que notre argent ne va pas partir dans de l'évasion fiscale, dans de la spéculation, va être réinvesti en fait dedans. C'est pas très compliqué. Il y a aussi des sites dans le coin qui s'appellent ici Bora, je crois, je ne sais pas de Bayonne, mais Garo, qui font des légumes bio. Il y a une légumerie aussi à Carnos qui est en cycle. Il y a aussi des banques comme la NEF ou Crédit Coopératif, mais la NEF particulièrement. Voilà comment faire pour que cet argent qui est injecté par l'Europe et par nous, il s'oriente vers cette économie-là, qu'on ait la garantie qu'il soit réinvesti et qu'il ne soit pas, qui s'échappe pas. Oui, merci. Donc, moi, je vais essayer de répondre à la question concernant les subventions possibles. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, il y a beaucoup de discussions, mais ce qui est clair, c'est que si on avait une baguette magique pour, en gros, les subventions fossiles sont à peu près équivalentes à ce qu'il faudra mettre chaque année au niveau mondial dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc, si on avait une baguette magique pour supprimer les subventions fossiles et les transférer vers des actions, disons, qui s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique, en premier lieu sur l'efficacité énergétique, eh bien, les sommes en jeu sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc ça répond un peu, oui, c'est très important, effectivement. Donc il faut arrêter les subventions et il faut mettre en place une taxe CO2 qui fait qu'on augmente le prix, quand on brûle des énergies fossiles, qu'on augmente le prix alors que les énergies renouvelables ne payent pas cette taxe. Ça fait partie tout à l'heure, c'était un des éléments, mais même en parlant de vous, on avait fait une heure tous les deux, c'était difficile de faire tous les leviers sur lesquels on peut agir, on s'est centré sur les leviers principaux. Sur la question de la Banque Centrale Européenne,
Il faut faire avec le fait qu'on a des héritages dans les pays, qu'il y a des choses qui sont très différentes. Au Japon, aux États-Unis, la Banque centrale peut prêter directement au gouvernement. Quand Obama fait un déficit de 9% du PIB, quand les États-Unis sont à deux doigts du chaos, que Obama fait 9% du PIB du plan de relance, mais la Réserve fédérale lui prête directement. Elle met un petit taux d'intérêt pour faire donner l'impression que c'est sérieux, mais les bénéfices que fait la Réserve fédérale à la fin de l'année revont au budget du gouvernement. Donc en fait, aux États-Unis, la Réserve fédérale prête autant qu'il le veut au gouvernement à taux zéro. Et officiellement, la Banque centrale est indépendante. Le nouveau Trump a nommé la semaine dernière le nouveau président de la Banque centrale. Officiellement, le patron de la Banque centrale est indépendant, mais tous les mois, il vient parler pendant plusieurs heures devant les élus du peuple au Congrès. Et si les élus du peuple ne sont pas contents de lui, en 3 semaines, ils peuvent le remercier par une loi ordinaire. Donc il est indépendant, mais il a intérêt quand même à dialoguer vraiment avec les élus du peuple. Il se trouve qu'en Europe, pour le moment, il y a de gros blocages culturels. Donc nous, on essaye, et en fait, non, mais ce qui compte pour nous, vu la gravité de la situation, c'est le résultat. Donc si l'argent de la BCE, si on a un traité qui dit quand même que chaque pays, que la France a chaque année 50 milliards, l'Allemagne a 60 milliards, que la Grèce a chaque année 8 milliards, ça fait du bien à la Grèce pour sauver le climat et pour créer des emplois. Si honnêtement, on ne peut pas gagner tous les combats, ou peut-être que vous trouvez que c'est décevant, mais il y a toute la société à reconstruire. On peut avoir un débat sur l'éducation, sur le logement, sur l'agriculture. Il y a tout à reconstruire. Au bout de 30 ans de dérégulation, on a envie de passer la nuit à refaire le monde. Nous, notre stratégie qu'on vous propose là, c'est de se centrer, de rassembler des gens très différents, y compris le patronat du bâtiment, y compris des qui ne seront peut-être pas d'accord avec. Demain, je fais une émission de télé sur la question du travail. Vous connaissez peut-être les idées qu'on peut porter avec Michel Rocard sur la question de la réduction du temps de travail. Il y a des gens qui vont signer l'appel pour un pacte climat au niveau européen, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, ce que je porte, ce que on porte avec des copains sur la question du travail. Mais on ne peut pas gagner si on veut porter. Enfin, la stratégie qu'on a en tout cas, c'est se dire on a un an, puis il y a une fenêtre pour faire bouger l'Europe, et on se dit que la question du climat est archi fondamentale. Ça ne sert à rien de vouloir lutter contre le chômage s'il y a 200 millions de réfugiés qui arrivent en Europe et que l'Europe est dans le chaos. Donc je crois que c'est John cet été qui dit c'est la mère de toutes les batailles. On continue le combat sur la taxe Tobin, on continue le combat sur la séparation des banques, on continue le combat sur une réflexion de l'État en Belgique. Récemment, tous les mouvements de jeunes se rassemblent autour de l'idée de la semaine de 4 jours. En Allemagne, c'est IG Metall qui demande des négociations sur la semaine de 28 heures. Mais si on veut tout porter dans la même initiative, nous on fait le pari qu'on va se planter et qu'on a besoin d'un succès. Vu la gravité du problème climatique, on aura envie d'un succès. Ça nous ferait du bien si la société civile pouvait porter une idée. Et je veux dire, dans un an, Merkel et Macron ils vont dire oui, et dans 2 ans, il y a eu un référendum, et on a les financements. Et de même que le traité avec le Canada, il se met en place avant qu'il soit ratifié, ça aurait la gueule que le traité sur le climat, il se mette en œuvre avant qu'il soit tout à fait ratifié, et qu'on ait des financements, et que dans chaque région, on commence à former les gens, parce qu'on sait qu'on a des financements pendant 20 ans. Donc notre stratégie, et là c'est frustrant, mais c'est se centrer, on parle souvent du plafond de verre qui empêche les femmes de progresser dans plein de structures, mais si on veut faire péter le plafond, il y a un moment, il faut se centrer, mettre toute son énergie, et rassembler un truc qui rassemble très très largement. Et on fait le pari que la gravité du problème climatique est qu'il y a des gens qui, il y a 5 ans ou 6 ans, s'en foutaient et qui maintenant nous disent qu'ils vont nous aider. Est-ce qu'on est pris pour des marchands de doute? Non, il se trouve qu'on est plutôt, on a bossé, ça fait 5 ans qu'on porte cette idée avec le collectif Roosevelt, avec Alternativa. On avait failli lancer la campagne avec Alternativa et les gens d'Attaque et de la Confédération paysanne il y a 3 ans, et puis c'était pas mûr avec les syndicats belges. Et on a beaucoup bossé. Et là, celui qui fait la postface de notre livre, c'est Philippe Maystadt, c'est l'équivalent de Raymond Barre en Belgique. Il a été ministre des Finances pendant 12 ans. Il est encore aujourd'hui le président honoraire de la Banque européenne d'investissement. Donc il y a la BCE, dont on parle beaucoup, mais juste à côté de la BEI. Et Philippe Maystadt fait 3 pages pour dire que tout ce qu'on propose, c'est tout à fait juste, point par point. Il dit que tout ça est tout à fait juste, c'est juste une question de volonté politique. Voilà. Et donc, on a passé 1 heure l'autre jour à l'Élysée, parce que notre but est en même temps qu'un maximum de citoyens comprennent la gravité des problèmes et signent la pétition et se mettent en mouvement et deviennent ambassadeurs. On va organiser des journées de formation en parlant moins vite que ce soir pour que tout le monde puisse se sentir ambassadeur dans sa famille, dans son entreprise, dans son association pour gagner la bataille des 5 ans. Mais on essaye vraiment, on a passé 1 heure avec la conseillère climat du président, avec un des conseillers du Premier ministre, et ils ont vu tous les chiffres, ils ont vu la postale de Philippe Maystadt, ils ont trouvé ça assez convaincant. Au bout d'1 heure, la conseillère Emmanuel Macron nous donnait des contacts sur le conseiller d'Angela Merkel sur les questions de climat. La semaine prochaine, Jean est invité à Luxembourg, on va rencontrer un des grands chefs de la Banque européenne d'investissement. Donc, ces gens-là aussi, ils sont adultes, ils voient aussi la télé, ils voient les catastrophes. Il ne faut pas penser qu'ils sont tous totalement aveugles et totalement cyniques. Je sais bien que Mario Draghi était chez Goldman Sachs, oui, mais je pense aussi qu'ils voient la catastrophe vers laquelle on va.
En 2005, quand j'avais expliqué qu'on allait vers une nouvelle crise financière, tout le monde se foutait de moi. Dominique Strauss-Kahn disait la route du rouge t'inquiète pour rien, il n'y a aucun risque de crise financière. Maintenant, c'est tous les mois que le FMI dit attention, ça va être pire que 2008, ça peut être pire que 1929. Donc je pense que Mario Draghi se dit c'est vraiment stupide, et donc régulièrement, soit lui, soit Benoît Cœuré, parce qu'ils ne veulent pas se faire taper sur les doigts, ils ne veulent pas sortir de leur rôle qui est uniquement, en principe, le rôle de la Banque centrale, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, d'avoir une inflation. Voilà. Notre espoir, c'est que si les citoyens s'en mêlent, si on a des millions à dire, voilà, on arrête les blagues, on sait qu'on va avoir une catastrophe, mais bonne nouvelle, si le tuyau qui arrose les marchés financiers, si on le mettait à qui allait vers l'économie réelle et qui luttait, on pourrait effectivement éviter le chaos climatique. Notre espoir, tous les gens, la diversité des gens qu'on a rencontrés depuis quelques mois et qui disent banco, qui nous disent il y a 5 ans, il y a 6 ans, je m'en foutais. Ou il y a 5 ans, il y a 6 ans, je n'aurais pas été d'accord avec vous. Et puis maintenant, je suis prêt, vous pouvez utiliser mon nom, vous pouvez dire que je suis d'accord avec vous. Voilà, on se dit que si on est nombreux à mouiller la chemise, ça peut marcher. C'est Archimède qui dit donnez-moi un point d'appui et donnez-moi un levier et je changerai la course des planètes. C'est l'occasion de poser des questions fondamentales. L'air de rien, on ne change pas complètement le statut de la Banque centrale, mais on demande qu'il y ait un vrai contrôle démocratique sur ce que fait la Banque centrale, l'air de rien. Et comme le climat est une question urgente, on est légitime pour dire on respecte l'indépendance de la Banque centrale, mais on demande qu'il y ait un traité qui, pendant 30 ans, fait que l'argent va au bon niveau. Voilà, on pense que c'est une cote, c'est peut-être pas totalement satisfaisant intellectuellement, mais si ça nous permet de gagner la partie dans les 18 mois qui viennent, voilà. Et si on a gagné cette partie, peut-être qu'on continuera avec le même réseau européen, peut-être qu'on aura d'autres batailles à mener. Mais déjà, gagnons cette partie-là. La question coopérative. Sur les coopératives, évidemment, tout à l'heure j'ai dit que c'est l'occasion de développer des coopératives, qu'en Allemagne, beaucoup des énergies renouvelables qui se sont développées se sont faites par des coopératives. Je vous donne un exemple, c'est quelques parents d'élèves qui se disent bien sur le toit de l'école, ils ont créé une coopérative qui au début a mis 5 panneaux photovoltaïques et qui s'est agrandi à tout le quartier. Donc c'est effectivement l'occasion de sortir du modèle principal d'une entreprise, c'est des actionnaires qui décident, et d'avoir une autre vision de l'entreprise où c'est les salariés, où c'est les gens qui vivent sur un territoire. Donc c'est une occasion de développer le mouvement coopératif. De toute façon, il faut, même s'il n'y avait pas la question du climat et de l'énergie, il faudrait développer le mouvement coopératif. Du coup, là, on ne va pas reprendre de questions. Par contre, vous avez 5 minutes chacun pour faire une conclusion. Bon. Non, moi alors, conclusion. On n'avait rien prévu quand même. Donc, comment on va conclure? Non, moi je pense qu'ici, d'abord, je vous remercie de votre présence, de vos questions. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de la réalité du réchauffement climatique. C'est vrai qu'on partage cette idée forte que le réchauffement climatique est vraiment un risque pour... souvent, c'est la raison, quand on me demande pourquoi le GIEC a eu le prix Nobel de la paix, eh bien c'est pour une double raison. Si effectivement on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique, c'est vraiment tous ensemble qu'on doit le faire. C'est cette idée de solidarité internationale, et c'est vraiment d'ailleurs, je dirais quand même, le point marquant du retrait de Trump. Le succès de l'accord de Paris, c'était avant tout un succès parce que l'accord était universel, pratiquement, et Donald Trump, en s'en retirant, évidemment, le deuxième pays émetteur, rompt un peu cette dynamique qui s'était mise en place. À l'inverse, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, effectivement, ce sera difficile, je crois, d'avoir un développement harmonieux de nos civilisations. Alors, je crois aussi que on a l'impression qu'il est un peu trop tard, mais il faut aussi tous se mobiliser. C'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre. Moi, j'essaye de le faire plus du côté climatique. Je vois Jacques Bell, là, on sait beaucoup. Donc nous sommes au Conseil économique, social et environnemental ensemble. On a, par exemple, pour moi, un des principaux problèmes du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. On a fait récemment un avis sur la justice climatique, c'est-à-dire comment faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. Il faut bien voir, quand on regarde, disons, les conséquences du réchauffement climatique prises une par une, elles sont assez dramatiques, mais quand on les regarde globalement, de façon agrégée, eh bien, elles ont malheureusement comme première conséquence, disons, d'aggraver les inégalités. On est bien conscient entre pays développés et pays en voie de développement. Il y a des pays plus vulnérables, mais ce dont on est moins conscient, c'est que c'est vrai également pour les pays développés. Il suffira de regarder aux États-Unis ce qui se passe après, disons, après le cyclone qui a
vraiment affecté toute la région d'Houston. Donc avec ces inondations, eh bien, ce sont les pauvres qui sont les couches les moins aisées de la population qui auront le plus de mal à se remettre. Et c'est vrai aussi d'ailleurs, disons, pour Saint-Martin. Donc c'est ça un des points qui est important et qui fait que c'est vraiment une motivation aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et pour que ce réchauffement climatique, effectivement, n'accroisse pas les inégalités. Donc derrière ça, moi je crois fondamentalement à l'Europe, donc je suis profondément européen. Disons, quand on est chercheur, eh bien, on est forcément européen, puisque tous nos programmes de recherche depuis 30 ans sont au niveau européen. Et je crois à l'échelle européenne, et donc c'est une raison pour laquelle je m'investis aussi. Il faut vraiment faire ça au niveau de l'Europe. Il faut savoir que déjà, c'est l'Europe qui mène, disons, qui conduit les négociations pour la France, pour l'ensemble des pays européens, quand on parle des négociations climatiques. Mais il faut passer cette étape supplémentaire, que le climat soit vraiment non seulement une préoccupation, mais une politique forte de l'Europe, et c'est ce que nous souhaitons. J'ai l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de choses, mais effectivement, quand tu dis, Jean, qu'après les décisions de Trump, il y a vraiment besoin d'un autre modèle de société. Quand Trump dit qu'on ne peut pas, que le climat c'est une invention des Chinois, qu'on ne peut pas en même temps lutter contre le réchauffement climatique et créer des emplois, il faut lui répondre. Les gens qui ont voté pour lui sont paumés, souffrent, c'est pas pour justifier, mais il y a besoin qu'un continent, qu'un groupe de pays montre un autre modèle qui respecte la dignité de tous. Le hashtag de l'an dernier, on vaut mieux que ça, souvenez-vous qu'il y avait la première loi de travail, c'est une question de dignité. On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, qu'on était la branche la plus évoluée de tous les mammifères. On se demande parfois si on est des sapiens sapiens ou des nullins nullins. On nous annonce qu'on va vers une crise financière dramatique, on nous annonce qu'on va vers le chaos climatique, et on ne fait rien. On est comme des lapins qui voient le camion arriver, et on sait que le camion arrive, et on se demande vite quand on va se faire écraser. Si on ne change le scénario, si rien ne bouge, si nous ne décidons pas de faire bouger les choses, le scénario on le connaît. On aura une crise financière, je ne sais pas si elle est dans 3 mois ou dans 4 ans, avec un effet sur le chômage et la précarité catastrophique, donc ce sera la triple peine. Si rien ne change, si on n'arrive pas à faire bouger les lignes, on aura la crise financière, on aura un chômage et une précarité massive, et on aura le chaos climatique. Parce que plus personne ne parlera du climat, tout le boulot qui a été fait par Alternativa, par le GIEC, s'il y a une crise financière, de nouveau on oubliera ça, et il y a un moment où il sera trop tard. Donc, je sais bien que ça ne va pas être facile, qu'il y aura des gens qui vont vouloir nous bloquer. L'autre jour, je voyais un grand patron de l'industrie, au bout de 3 quarts d'heure, il me disait, écoutez, vous pouvez compter sur moi. C'est l'ancien patron du WWF à Bruxelles qui m'a dit, va le voir. Depuis quelques années, il a beaucoup changé, il est à la retraite, il a vraiment réfléchi, le béton, il n'a pas que ça. Mais attendez, respectons il y a des gens effectivement qui sont le nez dans le guidon quand ils sont en chef d'entreprise et qui tout d'un coup à la retraite se rendent compte, mais quelle société on va laisser à nos enfants. Et ce gars-là, au bout de 3 quarts d'heure, me dit, vous pouvez compter sur moi. C'est un très grand patron, un ancien patron du CAC 40 qui me dit, je ne vais pas parler de mes idées sur le temps de travail, c'était pas du tout le sujet, mais il m'a dit sur le climat, vous pouvez compter sur moi. Il me dit, je ne vais pas en parler à Michel Pebro, le patron de PMT, mais je vais en parler à de la Rosière, l'ancien patron du FMI, qui lui aussi s'inquiète du fait qu'on aille vers le chaos. Donc, je pense que c'est, vous savez, ce que dit souvent Edgar Morin en citant le Verlaine, c'est là où ça croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. C'est parfois qu'on est juste devant le précipice, qu'on se dit, oh putain, là, je ne peux pas continuer à avancer, je ne peux pas continuer à accélérer, il faut vraiment que je tourne. Et c'est pas juste. Voilà. Donc, et on a avec nous Anne Essel, elle n'est pas venue ce soir, mais elle a fait aussi une postgrad, la fille de Stéphane Essel, et qui rappelle que Stéphane soutenait ce projet, que Stéphane était un grand Européen, mais pas l'Europe, une Europe au service de la dignité des peuples et de l'entraide avec les pays du Sud. Et Stéphane Essel disait, il faut lutter contre le découragement. On a tous. Après, on a une joie malsaine dans notre tête qui dit oui, Mario Draghi vient de Goldman Sachs, oui, il y a des Allemands qui ne voudront pas, oui, ça va être compliqué. Mais si on se laisse dominer par cette joie malsaine, on se tombe dans le découragement et rien n'est possible. Et Stéphane Essel redisait toujours, on a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur de Berlin. Et à chaque fois, ce sont des citoyens qui ont fait tomber l'apartheid, ce sont des citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Donc je crois que c'est à nous de dire maintenant ce qu'on veut. Encore une fois, en Allemagne aussi, on nous avait dit souvent rien ne peut changer parce qu'en Allemagne, mais en Allemagne aussi, c'est les premiers qui sont sortis du nucléaire. En Allemagne aussi, c'est là qu'il y a eu le plus de signatures contre TAFTA. Donc je pense qu'on peut aussi avoir des alliés en Allemagne, en Italie, en Pologne. Donc je pense vraiment, si on est là ce soir, donc on avait autre chose à faire, c'est qu'on est heureux de vous revoir les amis, et je pense qu'on peut gagner cette bataille, que ça vaut le coup qu'on y mette toute notre intelligence, notre énergie, qu'on essaie de créer des ponts et qu'on se donne les moyens de gagner dans l'année qui vient. Merci.